Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Depuis des siècles, une légende court dans un petit village de France, racontant qu'une créature vivrait dans les bois et y enlèverait toutes les personnes ayant le malheur de croiser son chemin. Aucune des personnes enlevées n'a par la suite été retrouvée. Aucune trace. Du jour au lendemain, elles avaient disparu. Soudainement, les kidnappings ont cessé, juste après les grands incidents de 1965. Une année horrible où le nombre de personnes disparues avait atteint 198. Après ces incidents, toutes les forces de police des villes alentours avaient été sollicitées. Comme avant, aucun corps ne fut retrouvé. Cette année restera à jamais dans l'histoire du pays tout entier. À partir de 1966, on ne sait toujours pas pourquoi, mais plus aucun enlèvement n'a été recensé. Le calme complet, mais qui prévoyait quelque chose de bien plus horrible. C'est l'histoire de cette ville, celle où je viens juste d'emménager. Il serait peut-être temps de me présenter, non ? Je me prénomme Marie. J'ai 17 ans et suis au lycée. Depuis toute petite, j'adore les histoires d'horreur. Je n'ai jamais eu peur de tout ce qui est vampires, monstres, je suis même une fan de zombies et loups-garous. Cette ville était un petit paradis. Étant naturellement curieuse, je ne pouvais m'empêcher de faire des recherches sur ces affaires qui avaient terrorisé les habitants de ce village. J'en avais donc appris long sur toutes ces histoires, et j'avais même étudié de près cette légende qui existait depuis plusieurs siècles et qui mettait en scène une créature vivant dans ces bois, à quelques centaines de mètres de chez moi. Cette forêt faisait plusieurs hectares de surface et semblait très dense en vue de l'extérieur. Les arbres étaient grands et par ce mois de juillet, bien fournis en feuilles. Mais je m'écarte du sujet là. Revenons-en à nos moutons. En pleine séance de recherche, je ne pouvais m'empêcher de tourner et retourner cette légende qui, selon plusieurs sites web, et pas seulement Wikipédia, datait de 1565. Je me disais, 400 ans que cette histoire existe, c'est quand même pas rien. Et des enlèvements mystérieux, quelqu'un devait se servir de cette légende pour commettre tous ces kidnappings, un peu comme la bête du Gévaudan. Ou alors tout est vrai. J'écartai rapidement cette dernière hypothèse de mon esprit pour me concentrer sur celle du malade mental qui avait traîné dans ma ville. De toute façon, ces deux idées ne me plaisaient pas beaucoup. Cette histoire m'intéressait vraiment, sans doute à cause de ma curiosité et de mon imagination. Je passais mon temps à contempler cette forêt qui semblait m'appeler et me narguer. « Eh ben, t'as l'air de t'intéresser à cette histoire, non ? Mais tu trouves pas de réponse ? C'est dommage. » J'en avais parlé à mes amis, qui disaient que je prenais cette affaire trop au sérieux. Le ou les mecs qui ont fait ça étaient partis depuis longtemps maintenant. Je commençais à oublier cette histoire au bout de quelques jours. Les enlèvements ont repris à la fin du mois de juillet. Une personne venait de disparaître et tout le monde se remettait en mémoire cette légende. Même mes amis se mettaient à douter. Ils ne me croyaient pas encore, mais ça n'aurait su tarder. Je crois que c'est une de ces nuits de début de mois d'août où j'ai pris cette décision. Elle était stupide. J'aurais pu mourir à cause de ça. Mais elle m'a permis de faire d'énormes découvertes qui m'ont révélé un paquet de choses sur notre joli monde. J'écris ce texte pour faire partager au monde ce que j'ai vu et vécu. Qu'un maximum de personnes apprennent la vérité sur ce monde qui nous entoure. Je ne peux pas promettre que ma vie dure assez longtemps pour la raconter de vive voix. Il y a quelques années, j'ai reçu une caméra pour Noël. Je l'ai donc sortie pour filmer tout ce qui allait se passer cette nuit. J'avais un plan. Ou pas, en fait. Je voulais juste aller dans cette forêt. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'étais trop obnubilé par celle-ci, et je devais absolument découvrir la vérité. Je décidai donc de mettre mon réveil à 2h30. Une fois ce dernier ayant sonné, je me préparai en silence. J'avais même fait une petite liste de ce que je devais emmener. Caméra, bouteille d'eau, trousse de premiers soins, portable, lampe torche, couteau. C'est avec cet arsenal de commando que je me mettais en chemin pour cette forêt. Je me souviens qu'il faisait assez frais pour une nuit d'août. J'avançais dans le silence de la nuit troublée, parfois par quelques petits bruits de voitures ou d'animaux. J'arrivais enfin devant cette immense forêt. Un petit ruisseau me séparait d'elle. Il était temps d'allumer ma caméra et ma lampe torche. La lumière de la lune ne filtrait pas à travers un feuillage aussi épais, et je m'engouffrais dans cet amas sombre d'arbres et de ronces. Plus j'avançais, plus le bruit de la ville était remplacé par des cris de chouettes et d'autres animaux. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, et ma respiration forte. J'avais peur, c'était un fait. Des gouttes de sueur coulaient sur mon visage et mon dos, malgré le froid ambiant.
Je regardais partout autour de moi, cherchant quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je commençais à regretter d'être partie seule. Un peu de compagnie ne m'aurait pas fait de mal. Tout à coup, une odeur nauséabonde me fit m'arrêter. Elle était horrible, comme un cadavre qui traînait depuis plusieurs jours et qui moisissait. Je cherchais du regard d'où cette chose pouvait venir. J'arrêtai ma lampe sur une forme sombre d'où provenait un bruit de mouche qui volait. Mon cœur s'était accéléré. Prenant mon courage à deux mains, et avec beaucoup de dégoût, je m'approchai. Le faisceau de ma lampe torche me révéla un cadavre de cerf. Il était énorme. Cette nouvelle me rassura tout de même un peu, mais je réprimai une énorme envie de vomir. Je ne connaissais pas les dates d'ouverture de la chasse par ici, mais cet animal n'avait pu être tué que par un chasseur. C'est ce que je me disais jusqu'à ce que je voie avec horreur ce qu'avait subi cette pauvre bête. Une énorme trace partait de sous son cou et allait jusque sous ses pattes arrière. Elle avait été éventrée et vidée de tout son contenu. Cette fois-ci, je ne réussis pas à me retenir et je me retournai pour régurgiter tout ce que j'avais mangé la veille. Après cela, me sentant très légèrement mieux, je décidai d'examiner le corps, tout en prenant une petite distance de sécurité. Les intestins avaient disparu. L'animal n'avait pas subi qu'une seule incision autour du ventre, mais plein d'entailles de tailles différentes couvraient son corps entier. Elle semblait avoir été causée par des griffes. Impossible. Il n'y a pas de puma, de lion ou même de lynx en France, et un chien ne griffe pas à ce point. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Je me suis dit qu'un autre malade était venu dans ce village, ou peut-être que c'était le même que lors du grand incident. Je flippais vraiment cette fois, et je décidai de rentrer chez moi. Je me repérais selon l'angle dans lequel j'avais trouvé le cerf pour retrouver l'endroit d'où j'étais venu. Je me mis en marche, en pressant le pas. Je marchai plusieurs minutes. Mon portable m'indiquait alors 3 heures et quelques. Cela faisait plus d'1 heure que j'étais dans ces bois, et je ne trouvais toujours pas la sortie. Épuisé, je décidai de me poser sur un tronc mort pour boire un coup et refaire le point sur ce que je venais de vivre. C'est à ce moment que j'entendis plusieurs petits bruits, venant de plusieurs endroits à la fois. Je fus frappé à l'arrière du crâne, par surprise. Mon réveil fut douloureux et trouble. Lorsque je repris conscience, je me trouvais pendu, la tête en bas, dans une petite grotte sombre. L'air ambiant puait et me faisait penser à l'odeur du cerf mort, mais beaucoup plus puissante et plus concentrée, si je puis dire. Ma tête me faisait mal, et j'avais un petit sifflement continu dans les oreilles. Je regardais autour de moi pour découvrir avec horreur la cause de cette odeur dégueulasse. Une autre personne était pendue à quelques mètres de moi. Mais elle avait le ventre ouvert en grand, laissant voir ses côtes et son ventre vide. Ce devait être la personne disparue quelques jours plus tôt. Comme mes yeux s'habituaient à la pénombre, j'observais plus minutieusement la grotte. Le sol était recouvert de sang plus ou moins récent. Elle était vide, à part dans un coin, un tas incroyable d'eau et de crânes humains. Soudainement, un bruit retentit. Un petit être bossu entra. Il devait mesurer environ 1,60 m et avançait sans faire de bruit pratiquement. On entendait juste sa respiration saccadée et forte, comme si ses conduits nasaux étaient obstrués. Il se dirigea vers moi pour voir si j'étais réveillé. Je fermai les yeux. Voyant que j'étais toujours évanoui, il marcha vers le corps de la personne pendue et commença à la détacher. Le cadavre fit un bruit sec en heurtant le sol. On aurait dit un pantin. La créature le prit par un pied et le traîna hors de la grotte, me laissant seul. Je devais agir vite et sortir de cet endroit horrible. Heureusement, la créature n'avait pas pris le temps de vider mes poches et j'en sortis mon couteau. Forçant à fond sur les abdos pour me plier et atteindre ce qui me retenait suspendu, je vis que mon kidnappeur m'avait accroché avec des morceaux d'intestin enroulés et un estomac pendant au bout de l'un d'entre eux. Je sectionnai le nœud avec dégoût. Je tombai sur le sol. Le choc me coupa le souffle et je fus sonné pendant quelques secondes. Je me relevai et titubai vers la sortie. Je n'avais plus mon sac. Il devait être à l'endroit où j'avais été assommé. Mon portable aussi avait disparu, sans doute tombé pendant que je me faisais traîner jusqu'ici. Je devais donc me débrouiller toute seule. Toujours avec mon couteau à la main, je jetai un coup d'œil dehors. Il faisait encore nuit. Je trouvais ça bizarre. Je n'avais été inconsciente que quelques minutes, voire quelques heures. Pourtant, il me semblait être ici depuis plus longtemps. En plus de ça, un brouillard commençait à tomber. Ne voyant aucun signe de la créature, je sortis doucement tout en regardant autour de moi. La grotte n'était pas très haute vue de l'extérieur. Elle était entourée d'une forêt extrêmement dense, et dans la pénombre et le brouillard qui s'épaississait, je ne voyais pas à plus de 5 ou 6 mètres devant moi. Je tournai la tête légèrement, et je ne sais comment la créature se trouvait devant moi.
Elle me regardait fixement, de ses yeux noirs. Son visage était dépourvu de nez. Seuls 2 trous étaient visibles. Une grande bouche le traversait de part et d'autre. Son crâne était chauve, quelques longues touffes de cheveux pendaient. Son corps était décharné et dégageait une odeur ignoble. Aucun de nous deux ne bougeait. C'était comme si elle m'évaluait. Tout à coup, son visage se durcit, et elle ouvrit une gueule immense et poussa un cri monstrueux, mélange de cris de femmes torturées et de chiens hurlant à la mort. Je me mis à courir de l'autre côté. Je ne regardais pas derrière moi, de peur de perdre du temps ou bien de trébucher sur quelque chose. Au bout d'un moment, plus aucun son ne venait de derrière moi. Peut-être l'avais-je semé ? Après m'être caché derrière un arbre, je décidai de jeter des coups d'œil de tous les côtés. J'essayais un maximum de retenir ma respiration, mais la course m'avait essoufflé, et la peur n'améliorait en rien cela. La partie de la forêt où je me trouvais ne me disait rien. J'étais perdu, avec un monstre qui essayait de m'enlever et de m'étriper pour je ne savais quelle raison. Je choisis une direction au hasard, et me mis à trottiner dans ce sens. De temps en temps, je jetais des coups d'œil derrière moi, pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Après je ne sais combien de temps de marche comme ça, je m'arrêtais pour me reposer. J'étais vraiment fatigué, et ma tête me faisait encore souffrir. En plus de ça, j'avais l'impression de tourner en rond. J'eus l'idée d'attendre l'aube, pour me référer par rapport au soleil, si je pouvais le voir à travers la dense végétation. Mon plan ne reposait que sur l'espoir, mais je n'avais que ça pour l'instant. La fatigue me brûlait les yeux. J'étais resté tout le reste de la nuit sans savoir quelle heure il était, et quand cette chose me retrouverait. Heureusement, rien n'arriva pendant un long moment. Peut-être même trop long, puisque je ne voyais toujours pas les rayons du soleil filtrer à travers les feuilles. J'avais ramassé et taillé un bâton pour me défendre au cas où. Je commençais aussi à avoir faim et soif, puisque l'eau que j'avais emmenée se trouvait dans le sac que j'avais perdu quelques heures plus tôt. Alerté par le fait que je ne voyais toujours rien, et poussé par la faim, je décidai de marcher avec l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait me sauver d'ici. Au bout d'à peu près 30 minutes de marche, je trouvai des champignons sur le sol. Malheureusement, je ne connaissais pas grand-chose sur les champignons. Je savais faire la différence entre une amanite tumouche et un autre champignon normal, mais aucune idée de quel genre de champignon je venais de trouver. La faim me permit de faire rapidement mon choix. De toute façon, soit je mourrais éventré par cette chose, soit je mourrais de faim. Ce petit encas me remit sur pied, et je repartis à la recherche de la fin de cette forêt. Après quelques minutes, mon nez fut saisi par une odeur de mort. Je pensais que j'étais retombé sur la cachette de cette créature, mais peut-être aussi sur le cadavre du cerf. Si c'était bien le cerf, j'étais pratiquement sauvé. Je pourrais me repérer à sa position et je ne serais plus complètement perdu. Si ce n'était pas le cerf, mais bien la grotte, alors je courais sans doute un grand danger. Je décidai tout de même d'aller jeter un coup d'œil. Ce que je vis me coupa le souffle. Des cadavres étaient pendus aux arbres. D'après ce que j'ai vu, je pense qu'il devait y avoir plus de 200 cadavres pendus et éventrés. Certains même se trouvaient par terre, leur tête avait cédé sous leur poids et il ne restait plus que les os. Plus j'avançais, plus les cadavres me semblaient vieux et osseux. Après avoir parcouru environ 100 mètres comme ça, je suis tombé sur une autre grotte. L'environnement, l'odeur, l'atmosphère, tout m'effrayait. Je n'en pouvais plus. Je tenais mon bâton à 2 mains. Je n'osais pas entrer dans la grotte que je voyais, et je commençais à faire demi-tour, quand je vis la créature plus loin. Elle ne m'avait pas vue, et elle était affairée sur un arbre. Je ne pouvais repartir par où j'étais venu. Il fallait que je la contourne sans me faire repérer. Je commençai donc à marcher doucement vers la gauche, cherchant à prendre le plus de distance possible entre la chose et moi. Je jetais fréquemment des coups d'œil derrière moi pour voir où se trouvait la créature. Seulement, je ne la voyais plus. Elle avait disparu de mon champ de vision. Pourtant, j'étais sûr qu'elle trouvait à moins de 100 mètres de moi, et je voyais l'endroit où elle se trouvait plus tôt. Une vague de questions arrivèrent dans mon esprit. M'avait-elle vue ? Ou bien était-elle partie pour autre chose ? Où était-elle ? Je jetai des regards rapides autour de moi, sans bouger, pour éviter de me faire remarquer. Rien à l'horizon. Pourtant, quelque chose avait changé, là où elle se trouvait quelques minutes plus tôt. Un autre corps était pendu. Curieuse, j'avançai de quelques pas pour m'apercevoir que c'était le corps pendu à côté de moi, dans l'autre grotte. Une femme, apparemment. Je ne voulais pas rester plus longtemps à proximité de ce corps. Je commençai à rebrousser chemin, mais un son me fit stopper net. Un cri strident, le même que la créature, mais légèrement plus grave, retentissait tout autour de moi. Ne la voyant pas, je me mis à courir. Je poussais tous les corps pendus, je courais comme une dératée. Malheureusement, je me pris les pieds dans une racine. Me relevant le plus vite possible, je me rendis compte que j'avais fait un demi-tour, je ne sais comment, et que j'étais à présent à quelques mètres de la grotte.
Un second cri retentit derrière moi. Je ne voyais toujours rien, mais il était clair qu'elle m'avait vu et qu'elle me cherchait. Mon seul moyen de lui échapper, au moins pour un temps, était de rentrer dans la grotte. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. M'engouffrant dans l'entrée sombre, je me retrouvai dans un immense couloir de terre. L'odeur y était plus forte qu'à l'extérieur. Une légère brume m'enveloppait. Je ne voulais pas rester à l'entrée trop longtemps. Je me mis en quête d'une salle où me cacher. La grotte descendait au bout d'un moment. Je ne pouvais pas faire marche arrière, alors je me mis à marcher en baissant la tête, pour éviter de me cogner. À ma droite, un trou se faisait voir dans un mur. Je m'y engouffrai, et pour mon plus grand étonnement, je tombai sur une salle en pierre vide, à part quelques tonneaux en bois qui traînaient dans un coin. Des bougies l'éclairaient. Cette bête avait donc la notion du feu et savait utiliser des outils. Ces dernières donnaient à la pièce, en plus du contexte, une ambiance très sombre. Je me serais cru dans un film si le cri derrière moi n'avait retenti de plus belle. Elle était proche. J'ouvris rapidement un tonneau et me cachai vivement à l'intérieur. Heureusement, il était vide. Aucun son ne venait de l'extérieur, rien. Seulement le bruit de ma respiration et de mon cœur. J'attendis là je ne sais combien de minutes. Après un temps interminable, je me risquai à soulever le couvercle et à jeter un coup d'œil à l'extérieur. Rien. Aucun signe de la créature. Je sortis donc prudemment, prête à un piège ou autre. Je ne savais vraiment pas où aller. Je pensais ressortir d'ici puisque logiquement la créature se serait enfoncée dans la grotte, à ma recherche. Je pris donc le chemin de la sortie, ne voulant pas rester ici une seconde de plus. Mais un bruit de respiration me fit m'arrêter. J'avais mis un moment avant d'arriver à la discerner de la mienne. J'étais figé, comme si une force invisible me tenait par les épaules et m'empêchait de bouger. Je réussis enfin à le faire et à regarder du coin de l'œil ce qu'il y avait derrière moi. Ma crainte était fondée. La créature se tenait là, accroupie. Ses yeux luisaient dans le noir, comme ceux des chats, ce qui la rendait encore plus effrayante. « Cours! 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 Cours !» Je répétais ces mots dans ma tête, cherchant à provoquer un quelconque mouvement chez moi. Je me mis enfin à courir. Juste à temps, car la créature avait tendu ses bras pour attraper mes chevilles. J'ai couru comme jamais je ne l'avais fait. Une énorme poussée d'adrénaline avait envahi mon corps. La créature courait aussi derrière, parfois sur ses jambes, parfois à quatre pattes. Je pense que ce que j'ai fait était à cause du désespoir que je ressentais. J'ai pris le bâton que j'avais taillé à deux mains et me suis retourné en le tendant devant moi. J'avais les yeux fermés. Je devais tenter le tout pour le tout. C'était moi ou elle, et je ne voulais pas que ce soit moi. Je sentis un gros choc qui fit reculer mes mains, et l'autre bout du bâton tapa contre mon ventre, me coupant le souffle. Un bruit accompagna ce choc, comme si on m'avait lancé un sac de sable et qu'il heurtait un objet pointu. Plus rien ne bougeait. J'étais en vie. J'ouvris un œil et vis la créature empalée sur mon bâton. Elle n'était pas morte, mais me regardait avec des yeux vides. Vides de toute humanité ou autre. Cette chose n'était pas humaine, ni même animale. Elle n'était sans doute même pas née sur Terre. Elle poussait un râle et s'acharnait à essayer de m'attraper. Elle ne faisait même pas attention au sang qui coulait de sa bouche par grosses vagues. Cette créature tentait de m'attraper et s'enfonçait le pieu de plus en plus loin en elle, le faisant ressortir de son dos. Je sentais qu'elle commençait à manquer de vigueur, comme si toute son énergie sortait de sa bouche sous la forme d'un liquide sombre. Le bâton me glissa des mains et je fis demi-tour. Je courus, sans savoir où aller. Je jetai des coups d'œil derrière moi pour être sûr. Elle n'était pas là. L'adrénaline m'avait quitté et mon corps entier me faisait mal. Mes yeux me brûlaient. J'étais à bout de force, aussi bien mentalement que physiquement. Et c'est là qu'un brin de soleil vint réchauffer mon visage. J'étais ébloui à cause de tout ce temps passé dans le noir. Je trouvai enfin la sortie de cette forêt, et je tombai sur une autre ville. Il semblerait que j'ai traversé la forêt de part en part. Je réussis enfin à rentrer chez moi, en demandant un téléphone à un passant. Mes parents me retrouvèrent en pleurant, car j'avais été portée disparue depuis pratiquement 2 jours. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas vu le soleil avant. Soit j'avais été évanouie pendant ce temps, soit j'étais comme dans une espèce de monde parallèle où la lumière ne filtrait pas. Je n'ai parlé à personne de ce que j'ai vécu, inventant une excuse bidon que tout le monde crut. J'ai malheureusement perdu la caméra que j'avais emportée, et de toute façon, je doute qu'il y ait quelque chose d'intéressant dessus. Maintenant que je suis chez moi, je repense à cette créature. Qui était-elle? D'où pouvait-elle bien provenir? Et surtout, était-elle morte? Elle voulait juste se réveiller. Ce qu'elle a fait était impensable. Jenny se réveilla en sursaut.
sortant de son cauchemar pour revenir à la réalité. Elle regarda sa chambre, se rassurant sur son caractère familier. Le toucher des draps de coton qu'elle avait lavés jusqu'à ce qu'ils soient aussi doux que de la soie, la couverture rugueuse que sa grand-mère lui avait offerte pour son 8e anniversaire, et l'odeur de fumée et de bois qui s'élevait du sous-sol. Mais à mesure qu'elle reprenait ses esprits, les choses commençaient à lui sembler anormales. Ses draps semblaient un peu trop rugueux. La couverture semblait d'une matière légèrement différente. Et l'odeur de la pièce était un peu trop forte, presque mécanique. Elle se dit qu'elle était juste un peu secouée par son cauchemar, qui avait été quelque peu impressionnant. Elle se souvenait d'avoir été immergée dans de l'eau glacée, avec une forêt de fils qui entrait et sortait d'elle. Un œil mécanique froid planait au-dessus d'elle, suspendu par un bras mécanique qui pendait du plafond. Elle décida qu'un verre de lait chaud la remettrait d'aplomb et l'aiderait à se rendormir. Elle s'aventura au rez-de-chaussée, manquant de se rompre le cou. Il semblait que les escaliers étaient un peu plus courts que ceux dont ses pieds se souvenaient. Un pas mal placé la fit dégringoler. Heureusement, un palier lui permit d'amortir sa chute à mi-parcours. Respirant difficilement à cause de la chute et encore secouée par son cauchemar, elle se rendit sur la pointe des pieds dans la cuisine pour y chercher un verre de lait. Mais loin de la calmer, la boisson de minuit ne fit qu'empirer les choses. Le lait avait un drôle de goût. Non pas comme s'il était avarié, mais comme s'il n'était pas à sa place. La tasse était trop rugueuse dans ses mains, et les bips du micro-ondes étaient décalés de quelques pas. Elle termina son verre à la hâte, souhaitant désespérément retourner au lit. Lorsqu'elle se réveillerait, elle serait sûrement de retour dans le monde qu'elle connaissait. Elle s'apprêta à replacer le lait sur l'étagère du réfrigérateur. Mais alors qu'elle tendait la main pour saisir la poignée, elle vit dans le reflet de la porte polie du réfrigérateur l'œil mécanique et froid de son cauchemar. Elle poussa un cri d'effroi, laissa tomber le lait et se retourna, prête à affronter la machine démoniaque. Mais il n'y avait rien. Elle se maudit d'avoir été aussi stupide et prit un chiffon pour nettoyer le lait qui s'était écoulé du récipient. Dès qu'il fut essuyé, elle se dépêcha de remonter à l'étage, ayant désespérément envie de se perdre dans ses draps. Elle sauta dans son lit et se recroquevilla, impatiente que cette étrange expérience se termine. Mais alors qu'elle s'allongeait, elle sentit que quelque chose l'observait, que l'œil mécanique de ses rêves hantait ses pensées éveillées. Elle décida d'allumer la lumière. Elle savait qu'elle était stupide, mais elle se sentirait mieux. Elle appuya sur l'interrupteur de sa lampe de chevet et regarda autour d'elle tandis que la lumière inondait la pièce. Il n'y avait rien, comme elle aurait dû le savoir. Il n'y avait pas d'œil mécanique caché dans les coins. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La lumière, une ampoule fluorescente bouclée qui émettait normalement une lumière blanche brillante. Et elle était un peu trop jaune. C'était presque artificiel. Et cela donnait à tout une lumière maladive. Jenny savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait aucune idée de ce que c'était ni de la façon d'y remédier. Elle se retourna pour s'allonger, espérant pouvoir enfuir ses problèmes dans ses rêves. Mais en se retournant, ses yeux s'arrêtèrent sur la photo posée sur sa table de chevet. Elle datait d'un Noël passé, il y a plusieurs années. Elle se tenait à côté de son frère, avec leurs parents derrière eux, et son chien assis à leurs pieds. Ils portaient tous des pulls de Noël ridicules, et du papier d'emballage déchiqueté était éparpillé sur le sol. Ils avaient tous un sourire aussi large que le Mississippi affiché sur leur visage. Mais au-dessus de chaque sourire se trouvait une paire d'yeux froids, morts et mécaniques. Jenny a crié, s'est agitée et s'est écrasée sur le sol de sa chambre. Elle ramassa la photo et la jeta au fond de son placard. Jenny savait maintenant avec certitude que quelque chose n'allait pas, depuis qu'elle s'était réveillée, que quelque chose était là. Il fallut plusieurs minutes à Jenny pour se calmer, et elle n'osa pas regarder dans son armoire où se cachait la photo. Au fur et à mesure qu'elle rassemblait ses pensées, elle commençait à réaliser que de plus en plus de choses n'allaient pas. Les planches du parquet ne sont pas dans le bon sens.
Ces murs étaient d'un bleu layette et non d'un bleu merle. Des centaines de détails minuscules n'étaient pas corrects dans sa chambre. Elle n'avait aucune idée de la façon dont toutes ces choses avaient pu changer pendant qu'elle dormait. Elle se rendit compte que la seule explication à tous ces changements était qu'elle ne s'était jamais réveillée. Elle dormait encore, prise au piège dans le rêve le plus intense qu'elle ait jamais fait. Si elle dormait, la solution était simple. Elle n'avait qu'à se réveiller. Jenny essaya de se pincer, espérant que ce petit geste la ramènerait à une bienheureuse familiarité, mais rien n'y fit. Elle essaya de se pincer plus fort, plus violemment, mais il semblait qu'aucun pincement ne mettrait fin au cauchemar. Elle essaya de donner des coups de pied au cadre du lit, mais elle n'en retira rien d'autre que plusieurs orteils lancinants. Elle se dit qu'une douche suffirait peut-être. Elle se dirigea vers sa douche et ouvrit le robinet. Elle tourna le bouton sur la position la plus froide, espérant que le choc de l'eau la réveillerait. Elle tira le robinet vers le bas et l'eau commença à jaillir de la pomme de douche. Elle se déshabilla rapidement, sentant la chair de poule onduler sur son corps lorsque des gouttes d'eau froide s'échappaient du rideau et l'éclaboussaient. Elle entra dans la douche, redoutant le choc du froid, mais priant pour qu'il la réveille. Ce ne fut pas le cas. Elle sortit et tourna le bouton à fond dans l'autre sens, espérant que de l'eau chaude puisse accomplir ce que l'eau froide ne pouvait pas faire. Alors qu'elle attendait que l'eau chauffe, la salle de bain commença à se remplir de vapeur. Après plusieurs minutes, elle était sûre que l'eau était suffisamment chaude et que son contact la délivrerait de ce cauchemar. Elle entra dans la douche. L'eau brûlait, elle voulait crier de douleur, mais elle resta aussi longtemps qu'elle le put, espérant que la douleur la réveillerait. Finalement, n'en pouvant plus, elle sortit dans sa salle de bain remplie de vapeur, son corps étant couvert de traînées rougeâtres dues à l'eau brûlante. En cherchant ses vêtements autour d'elle, elle remarqua que la vapeur s'enfonçait dans le sol, comme si elle était anormalement lourde. Jenny commença à s'inquiéter. Et si elle ne se réveillait jamais? Elle se sécha et se rhabilla. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle se regarda dans le miroir et derrière elle, suspendu à son bras mécanique sans vie, se trouvait cet œil mécanique froid. Jenny poussa un cri et sortit de la salle de bain en sprintant et en descendant les escaliers. Il fallait qu'elle se réveille maintenant. Cette chose devenait de plus en plus audacieuse et elle venait vers elle. Elle ne savait pas quoi essayer d'autre. Qu'est-ce qui pouvait bien la réveiller? Alors qu'elle réfléchissait, elle commença à entendre des ronflements et des clics mécaniques provenant des couloirs. Elle se retira au centre de la cuisine, s'éloignant le plus possible des bruits. Mais les bruits s'amplifiaient et se rapprochaient. Elle se mit à sangloter, priant Dieu pour que tout cela s'arrête. Elle voulait juste que la vie redevienne normale. Une idée commença à germer dans l'esprit de Jenny. Il y a bien une chose qui nous réveille toujours de nos rêves. Chaque fois qu'on était sur le point de faire une chute mortelle, on se réveille. Vous savez, cette impression de tomber. Ou alors quand le meurtrier psychotique était sur le point de vous rattraper, vous vous réveillez, n'est-ce pas? Jenny avait juste besoin de mourir. Et elle se réveillerait, mais elle ne pouvait pas laisser cette chose la tuer. Elle ne savait pas comment ni pourquoi, mais elle savait que si la chose l'attrapait, elle ne se réveillerait jamais. Les bruits se rapprochent et Jenny se remet à pleurer. Mais son plan désespéré l'emplit d'une sinistre détermination. Elle se faufila jusqu'au coin où elle gardait les couteaux. C'était horrible, mais elle savait ce qu'il fallait faire. Elle ouvrit l'armoire et en sortit un petit couteau d'office. Il n'avait pas besoin d'être grand pour faire le travail. Il devait être bien aiguisé. Les bruits se rapprochaient et augmentaient en volume, remplissant Jenny d'effroi. Elle commença à faire descendre le couteau le long de ses bras, ouvrant de grandes fentes dans le ventre de ses avant-bras. Elle regarda le sang couler sur ses bras et se répandre sur le comptoir. Elle rit en regardant, trop épuisée mentalement pour s'en soucier. Elle ne s'inquiétait que de son réveil. Elle leva les yeux de ses bras, étourdie, et vit dans l'embrasure de la cuisine l'œil mécanique et froid. Jenny cria. Elle n'était pas encore réveillée.
Elle ne mourait pas assez vite, sa peur l'envahit et remplit de force ses membres mutilés. Elle saisit un grand couteau de boucherie dans son support et l'enfonça dans sa propre poitrine. Elle éclata de rire en regardant son sang s'écouler de sa poitrine. Il était d'un rouge maladif et cruel, voire artificiel. Elle leva les yeux et vit l'œil mécanique froid s'avancer vers elle. Elle sanglote et hurle tandis que le monstre se rapproche. Elle a sorti le couteau et l'a enfoncé à nouveau. Le sang jaillit de sa poitrine. Alors que le sang sortait d'elle et s'accumulait sur le sol, Jenny s'est effondrée. Elle est restée allongée sur le sol, sa vision s'estompant, et elle a souri en signe de victoire, sachant qu'elle avait battu cette machine démoniaque. Elle se réveille. Jenny est allongée dans un conteneur en plexiglas, entouré d'eau glacée. Une forêt de fils et de tubes entre et sortent de son corps. Son corps est agité de spasmes, elle semble lutter contre un ennemi invisible. Le système l'observe, tandis qu'elle se débat avec sa réalité virtuelle. Elle devenait rapidement un sujet très intéressant. Personne n'avait jamais remarqué qu'il s'agissait d'une illusion aussi rapidement et autant de fois d'affilée. C'était son temps le plus rapide jusqu'à présent. En seulement 30 minutes, elle avait réussi à mettre fin à la séquence. Son esprit avait même réussi à conserver quelques images du système lui-même. Le système était impressionné. Dans quelques essais supplémentaires, le sujet sera approuvé pour le clonage. D'ailleurs, ces gènes pourraient s'avérer très utiles pour la science future. L'œil mécanique froid s'est abaissé sur le conteneur de Jenny et a commencé à effectuer des diagnostics sur les événements de la dernière séquence. Avec un peu de chance, son état s'améliorerait de nouveau. Certains sujets subissaient trop de dommages psychologiques pour que les tests se poursuivent. De tels sujets sont mauvais pour la science, ils ne servent à rien. Certains pourraient qualifier le traitement de Jenny de torture et dire qu'il ne s'agit pas d'une science digne de ce nom. Mais elle était encore en vie, et c'était bien plus que ce que l'on pouvait dire de la plupart de ses congénères. L'œil mécanique termina ses procédures de diagnostic et réinitialisa la séquence. Jenny se réveille en sursaut, sortant de son cauchemar pour revenir à notre réalité. Iscarno Grossépine. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par le noir. Je le suis toujours, mais quand j'avais environ 6 ans, je ne pouvais pas passer une nuit entière sans demander à l'un de mes parents de fouiller sous mon lit ou dans mon placard pour trouver le monstre qui, selon moi, m'attendait pour me dévorer. Même avec une veilleuse, je voyais toujours des formes sombres se déplacer dans les coins de la pièce, et des visages étranges qui me regardaient depuis la fenêtre de ma chambre. Mes parents faisaient de leur mieux pour me consoler, me disant que ce n'était qu'un mauvais rêve ou un tour de passe-passe. Mais dans mon jeune esprit, j'étais persuadé qu'à la seconde où je m'endormirais, les mauvaises choses m'attraperaient. La plupart du temps, je me cachais sous les couvertures jusqu'à ce que je sois suffisamment fatigué pour cesser de m'inquiéter. Mais de temps en temps, j'étais tellement paniqué que je courais en hurlant dans la chambre de mes parents, réveillant mon frère et ma sœur par la même occasion. Après une telle épreuve, personne n'aurait pu se reposer toute une nuit. Finalement, après une nuit particulièrement traumatisante, mes parents en ont eu assez. Malheureusement pour eux, ils comprenaient qu'il était inutile de discuter avec un enfant de 6 ans et savaient qu'ils ne parviendraient pas à me convaincre de me débarrasser de mes peurs enfantines par la raison et la logique. Alors, ils ont dû faire preuve d'ingéniosité. C'est ma mère qui a eu l'idée de recoudre mon petit ami du soir. Elle a rassemblé un large assortiment de morceaux de tissu aléatoires et sa machine à coudre a créé ce que j'appellerai plus tard Monsieur Iscarno Grossépine, ou Iscar en abrégé. Iscar était un petit monstre en chaussettes, comme l'appelait ma mère. Il avait été créé pour assurer ma sécurité et ma défense pendant que je dormais la nuit, en faisant disparaître tous les autres monstres méchants. Il était sacrément effrayant, je dois l'admettre. Honnêtement, en y repensant aujourd'hui,
Je suis toujours impressionné que ma mère ait pu penser à quelque chose d'aussi étrange et inquiétant. Iscarno avait l'air d'un gremlin à la mode Frankenstein, avec ses grands yeux blancs et ses oreilles de chat. Ses petits bras et ses petites jambes étaient faits d'une paire de chaussettes rayées noires et blanches de ma sœur, et la moitié verte de son visage était faite d'une des grandes chaussettes de football de mon frère. Sa tête aurait pu être décrite comme bulbeuse, et pour sa bouche, ma mère a attaché un morceau de tissu blanc et l'a cousu en zigzag pour former un large rictus de dents pointues. Je l'ai tout de suite aimé. Dès lors, Iscar ne me quitta plus. Tant que le crépuscule était passé, bien sûr. Iscar n'aimait pas le soleil et se fâchait si j'essayais de l'emmener avec moi à l'école. Mais ce n'était pas grave. Je n'avais besoin de lui que la nuit pour éloigner les croque-mitaines, ce à quoi il était doué d'ailleurs. Tous les soirs, à l'heure du coucher, Iscar me disait où se cachaient les monstres, et je le plaçais dans la partie de ma chambre la plus proche de l'endroit effrayant. S'il y avait quelque chose dans le placard, Iscar bloquait la porte. Si une créature sombre grattait à ma fenêtre, Iscar se plaçait contre la vitre. S'il y avait une grosse bête velue sous mon lit, il allait sous le lit. Parfois, les monstres n'étaient même pas dans ma chambre. Et parfois, ils se cachaient dans mes rêves et Iscarno devait m'accompagner dans mes cauchemars. C'était amusant d'emmener Iscar dans mon monde onirique, car lui et moi passions des heures à combattre des ghouls et des démons. Le plus beau, c'est que dans mes rêves, Iscar pouvait me parler pour de vrai. « À quel point m'aimes-tu » me demandait-il. « Plus que tout » je lui répondais toujours. Une nuit, alors que j'avais perdu ma première dent, Iscar m'a demandé une faveur. « Je peux avoir ta dent ?» Je lui ai demandé pourquoi. « Pour m'aider à tuer les mauvaises choses » il m'a répondu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma mère m'a demandé où était passée ma dent. D'après ce qu'elle m'a dit, la petite souris, entre guillemets, ne l'a pas trouvée sous mon oreiller. Quand je lui ai dit que je l'avais donnée à Iscarno, elle a haussé les épaules et s'est remise à nourrir ma petite sœur. À partir de ce moment-là, chaque fois que je perdais une dent, je la donnais à Iscar. Il me remerciait toujours, bien sûr, et me disait qu'il m'aimait. Mais j'ai fini par ne plus avoir de dents de lait, et je commençais à être un peu trop âgé pour jouer encore avec des poupées. Iscar est donc resté sur mon étagère, prenant la poussière, et a lentement perdu de son intérêt. Au fil du temps, les cauchemars sont devenus plus terribles que jamais, au point qu'ils ont même commencé à me suivre dans le monde éveillé, terrorisant chaque coin sombre ou chaque bruissement dans les buissons. Après une nuit particulièrement pénible où je rentrais à vélo de chez un ami et où je jurais qu'une meute de chiens enragés me poursuivait, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé quelque chose d'étrange qui m'attendait dans ma chambre. Là, sur mon lit, debout, dans la douce lueur de la lune provenant de ma fenêtre, se trouvait Iscarno. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient encore des tours, comme ils l'avaient fait toute la soirée. Alors, j'ai essayé d'allumer la lumière. Puis, une autre, et encore une autre, sans que l'obscurité ne change. C'est alors que j'ai commencé à devenir nerveux. Je reculai lentement vers la porte derrière moi, mes yeux ne quittant pas la silhouette de Iscar, ma main maladroitement tendue derrière moi pour attraper la poignée de la porte. J'étais sur le point de sortir quand j'entendis la porte se refermer, m'enfermant dans le noir. Dans l'ombre et le silence, je suis resté figé sur place, sans même respirer. Je ne saurais dire combien de temps cela a duré, mais après ce qui m'a semblé être une vie entière de peur froide, j'ai entendu une voix stridente et familière. « Tu as cessé de me nourrir, alors pourquoi devrais-je te protéger ?» Je lui ai demandé « Me protéger de quoi ?» Il m'a répondu « Laisse-moi te montrer. » J'ai cligné des yeux une fois et tout a changé. Je n'étais plus dans ma chambre, j'étais quelque part ailleurs. Ce n'était pas l'enfer, mais la comparaison n'était pas loin. C'était une sorte de forêt, un endroit horrible et cauchemardesque où des avortements embryonnaires partiels pendaient de la canopée et où le sol grouillait d'insectes carnivores.
Un épais brouillard flottait dans l'air et dégageait une odeur de viande en décomposition, tandis que des éclairs chartreux traversaient le ciel nocturne. Au coin, je pouvais entendre les cris d'agonie de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Ma tête me lançait comme si elle était sur le point d'exploser, la douleur me forçant à verser une rivière de larmes. Dans mon esprit, j'entendis à nouveau sa voix. « Voilà ce que ta réalité deviendrait sans moi », m'a-t-il dit. Je sentais des pas tremblants s'approcher rapidement. Iskar a rajouté « Je suis le seul à pouvoir l'arrêter ». Il était derrière moi, énorme et en colère, et son souffle chaud me traversait le dos. « Apporte-moi ce dont j'ai besoin et je le ferai », m'a-t-il dit. Je me suis réveillé avant d'avoir pu me retourner. Le lendemain, j'ai fait une descente dans le placard de mes parents pour trouver les dents de lait de mon frère et je les ai toutes données à Iscarno. Presque immédiatement, les terreurs nocturnes ont cessé et j'ai plus ou moins continué à vivre normalement. De temps en temps, je devais me faufiler dans la chambre de ma petite sœur et voler ce qui était destiné à la petite souris, ou étrangler l'un des chats du voisinage et lui arracher ses petites incisives pointues. Tout était bon pour éloigner les visions, qu'il s'agisse d'un collier de dents de requin ou d'une prémolaire pleine de caries. J'ai également commencé à remarquer qu'Iskar se déplaçait dans ma chambre chaque fois que je m'en éloignais pour un certain temps, réarrangeant mes affaires et accrochant de nouveaux rideaux. Il commençait même à avoir l'air plus vivant, d'une certaine manière. Sous la lumière, ses dents brillaient et il était chaud au toucher. Même s'il me donnait la chair de poule, je n'arrivais pas à trouver le courage de le détruire, sachant parfaitement où cela me mènerait. J'ai donc continué à collecter des dents pour Iskar pendant toute la durée du lycée et de l'université. Plus je grandissais, plus j'apprenais à craindre les choses, plus Iskar avait besoin de dents pour me protéger. J'ai maintenant 22 ans, un travail décent, mon propre appartement et un dentier. Près d'un mois s'est écoulé depuis le dernier repas d'Iskar, et les horreurs commencent à s'accumuler autour de moi une fois de plus. J'ai fait un détour par un parking après le travail ce soir. J'ai trouvé un homme qui cherchait ses clés de voiture. Ses dents étaient tachées de jaune par une vie de cigarettes et de café. Malgré tout, j'ai dû utiliser un marteau pour lui arracher les molaires. Quand je suis rentré à mon appartement, Iskar m'attendait. Au plafond, dans un coin, des yeux blancs et une bouche de rasoir. « Tu m'aimes à quel point ?» me demande-t-il. « Plus que tout au monde !» Je réponds en enlevant mon manteau et en sortant les dents de ma poche. La partie a commencé en ligne. Elle s'est terminée chez moi. Avez-vous déjà joué à One Word Story ? C'est un jeu très simple. Quelques personnes se relaient pour faire une phrase. Chaque personne ajoute un mot jusqu'à ce que la phrase soit complète. Puis quelqu'un dit « point » et la phrase est relue. C'est en fait assez amusant si vous jouez avec les bonnes personnes. Mais je suis plutôt asocial et je n'ai qu'un ou deux amis. Ils n'aiment pas le jeu autant que moi. Alors j'utilise un site de chat aléatoire pour jouer avec des inconnus. C'est complètement anonyme, donc mon identité est censée être en sécurité. Quoi qu'il en soit, c'était un samedi en fin d'après-midi et j'étais en pleine partie lorsque mon appartement s'est éteint. C'était probablement dû à la chaleur bizarre. Toute la semaine, d'autres locataires de mon immeuble s'étaient plaints de coupures d'électricité à ce moment-là. Cela n'a duré que quelques minutes, mais lorsque le courant est revenu, j'ai vu que j'avais été déconnecté du site. Lorsque j'ai essayé d'entrer à nouveau, je n'ai pas pu. Le site continuait à se bloquer ou quelque chose comme ça, et je continuais à être déconnecté. Je m'ennuie facilement, et j'étais un peu plus qu'énervé de ne pas avoir terminé mon jeu. J'ai donc cherché sur Google « Chatroom Anonymous One Word Story ». Au bout de 0,1 seconde, j'avais 23 000 résultats. J'ai fait défiler la page et j'ai essayé quelques sites, mais soit les joueurs n'étaient pas très bons, soit on m'a dirigé vers un site de chat sexuel anonyme.
Ce n'est qu'à la 3e page de résultat que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Microfiction.com. J'ai cliqué sur le titre et je suis entré sur le site. Puis je me suis connecté en tant qu'invité. J'ai été très surpris de voir à quel point ce site était dédié à un jeu simple. Mystère, parodie, animé, musique, dessin animé, horreur, film, superstition et super-héros n'étaient que quelques-unes des catégories que les gens pouvaient utiliser pour jouer à One Word Story, l'histoire d'un mot. Sans raison particulière, j'ai commencé par la catégorie mystère et j'ai joué quelques parties courtes, puis je suis ensuite passé à la catégorie horreur, puis la catégorie musique et enfin à quelques autres. Finalement, je suis allé aux toilettes et j'ai pris soin de marquer le site d'un signet pour pouvoir le consulter à l'avenir. Le site était assez bien géré. Sous chaque rubrique principale, par exemple, horreur, il y avait des sous-rubriques. Il s'agissait de jeux organisés par des membres. Certains jeux n'accueillaient que quelques personnes, d'autres en comptaient 30 ou 40. Certains étaient ouverts à tous, d'autres n'étaient que des jeux privés auxquels on ne pouvait accéder qu'avec un mot de passe envoyé par l'hôte. J'ai joué pendant quelques heures, m'amusant vraiment parce que tout le monde ici prenait le jeu juste assez au sérieux pour rendre chaque phrase intéressante, et s'amusait aussi assez pour rendre l'histoire amusante à lire à haute voix, tout en gardant un sens. Il était 10 heures, et 10h30 était l'heure à laquelle je m'étais imposé de me coucher. Alors je me suis résigné à jouer à un dernier jeu avant d'aller dormir. En me rendant dans la partie mystère pour la dernière fois de la soirée, j'ai trouvé un jeu privé. Étant un invité sur le site, je ne pouvais pas envoyer de message à la personne pour lui demander de me rejoindre. Et j'avais continué à chercher une partie publique, sauf que la page s'était figée. Je l'ai actualisé et j'ai vu que le jeu était devenu public et qu'il y avait de la place pour une personne seulement. J'ai pensé à ça, un jeu d'histoire en un seul mot, et je me suis senti excité par la possibilité que ce gars soit aussi bon que moi, et que nous puissions créer quelque chose de vraiment unique. Je me suis donc inscrit à la salle. L'hôte, Doppelganger 1221, a commencé. Jeu est apparu à l'écran presque instantanément. J'ai été impressionné par le courage de cet homme, car l'utilisation du jeu dans ce jeu conduit généralement à des phrases embarrassantes à long terme. Je l'ai donc récompensé en lui donnant un mot assez simple pour que la phrase continue. « Vois ». Il a presque répondu immédiatement par « toi ». Honnêtement, c'était une tactique d'amateur. Elle rendrait le jeu plus difficile à terminer. Et l'approche déstabilisante n'a jamais été suffisante pour me faire abandonner. J'ai décidé de l'amuser et j'ai tapé « à travers ». Il a répondu par « ta ». J'ai réfléchi à la tournure que prenait la phrase et j'ai remarqué que la fenêtre de mon salon était encore ouverte depuis l'après-midi. J'ai tapé « fenêtre ». Sa réponse a été un point signalant la fin de la phrase. Je te voir à travers ta fenêtre. Si on accorde, je te vois à travers ta fenêtre. Je me suis mis à rire, réalisant que ce type était un creep, un psychopathe quoi, un joueur qui essaie de faire des phrases troublantes ou dérangeantes pour effrayer ses adversaires et les pousser à quitter le jeu. Il était probablement accompagné d'un ami et ils réfléchissaient tous les deux à des moyens de me faire peur. Je ne leur en veux pas. Ma sœur et moi avons fait ça à Halloween. J'ai commencé la phrase suivante. Tu. Sa réponse. Être. Ma réponse. Pas. Sa réponse. Sécurité. Ma réponse était un point terminant donc la phrase. Avec la grammaire accordée, ça devient « Tu n'es pas en sécurité ». Je me suis à nouveau esclaffé et je l'ai regardé commencer la phrase suivante. Le mot « je » est apparu à l'écran. J'ai tapé « venir ensuite ». J'ai pensé terminer la phrase là comme une légère punition contre le gars qui ne prenait pas le jeu au sérieux. Au lieu de cela, j'ai tapé « pour voir s'il allait taper ce que je pensais. Il a tapé « toi ». Je ne m'étais pas trompé et j'ai écrit un point.
Je viens pour toi. Ce n'était plus drôle, c'était juste ennuyeux. Il y avait un système de chat, alors j'ai demandé au gars d'arrêter d'être aussi creep. Je lui ai dit que ce n'était pas drôle, et que s'il n'arrêtait pas, je quitterais le jeu. Il m'a répondu « Regarde par la fenêtre ». J'ai été pris au dépourvu, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. De l'autre côté de la rue, un lampadaire avait grillé son ampoule. C'est ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Il faisait assez sombre, et je ne pouvais pas vraiment distinguer de forme. Je me suis retourné vers le moniteur. Doppelganger 1221 avait tapé « Je ». Et j'ai vu dans le chat qu'il avait posté un autre commentaire. En gros, il me disait ce que je devais écrire. Je commençais à en avoir assez de lui, mais il ne restait que 5 minutes avant 10h30. Alors je me suis dit qu'il fallait finir, et j'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai tapé « Avoir ». Il a tapé « 1 ». J'ai tapé « Pistolet ». Il a tapé « A ». J'ai tapé « Ta ». Il a tapé « Tête ». J'ai terminé la phrase par un point. Autrement dit, sa phrase voulait dire « J'ai un pistolet sur la tête ». Ou « J'ai un pistolet sur la tempe, donc ». J'ai soupiré à voix haute et j'ai fermé les yeux en m'étirant sur mon bureau. Je voulais juste que ce jeu se termine. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était mon tour et il m'avait envoyé une autre liste de mots. Alors j'ai tapé « Je ». Il a répondu « Être ». J'ai tapé « A ». Il a répondu « Ta ». J'ai tapé « Fenêtre » et il a écrit un point. Je suis à ta fenêtre. En lisant cette phrase à haute voix, je me suis rendu compte que le jeu était terminé. Nous avions fait en sorte que l'histoire soit liée à notre première phrase. Par habitude, j'ai lu chaque phrase à haute voix. Je te vois à travers ta fenêtre. Tu n'es pas en sécurité. Je viens te chercher. J'ai un pistolet sur la tempe. Je suis à ta fenêtre. J'ai fini de lire et j'ai reposé ma tête sur ma chaise en bâillant. J'étais somnolent et je pensais dormir sur ma chaise lorsqu'un craquement sonore a résonné dans la rue vide à l'extérieur et j'ai remarqué la fissure qui partait en toile d'araignée du centre de l'écran de mon ordinateur. J'ai cligné des yeux pour retrouver toute ma vigilance et je l'ai vu. L'éclat d'une balle qui dépassait de mon écran. J'ai tourné la tête derrière moi et j'ai crié en voyant quelqu'un avec un masque qui regardait à travers ma fenêtre. Pris de panique, je me suis précipité hors de ma chaise et je suis entré dans ma chambre. Je me suis caché dans le placard sous une épaisse pile de linge sale et j'ai attendu, essayant de contrôler ma respiration rapide tandis que mes yeux s'adaptaient à l'inconfortable obscurité. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas feutrés. Le maniaque était dans ma chambre. Je pouvais voir ses bottes sombres et son pantalon de cuir. Il a tiré une nouvelle fois sur mes draps. Il a dû penser que je me cachais dans les couvertures. Il a fouillé dans mes tiroirs et a pris quelque chose que j'ai cru être de l'argent ou des médicaments. Je l'ai vu se diriger vers ma salle de bain et tirer un coup de feu dans la douche. Il a regardé autour de lui avant de se retourner et de regarder sous mon lit. Il était presque au niveau du sol et je pouvais donc voir ses traits. Il mesurait au moins 1,80 m et était habillé tout en noir, à l'exception de son masque qui était blanc avec des larmes rouges sous les yeux et une série de dents crochues comme celle d'une bête. Il semblait voir parfaitement dans l'obscurité. Je ne pouvais vraiment le voir que parce que ses vêtements semblaient plus sombres que l'intérieur déjà sans lumière de ma chambre. Après ce qui m'a semblé être des heures, il s'est levé et est sorti de ma chambre. Je suis resté dans mon placard toute la nuit et j'ai fini par m'endormir, couvert de mes chaussettes et de mes sous-vêtements sales. Le matin, je sentais mauvais, la première chose que j'ai faite a été de prendre une douche. Ce faisant, j'ai marché sur la balle qui avait fait un trou dans mes rideaux de douche. J'ai ensuite appelé la police, qui m'a dit de venir au commissariat immédiatement. Je me suis préparé à partir, mais je n'ai trouvé mes clés nulle part. En fouillant dans les tiroirs de mon bureau, je me suis plaint intérieurement que mon écran était cassé. Je pouvais encore voir le site, le chat et le jeu,
et j'ai pris une photo avec mon téléphone pour la police. Alors que je cherchais mes clés dans la cuisine, j'ai réalisé que je les avais gardées dans le tiroir de ma commode et je me suis précipité dans ma chambre pour constater que le psychopathe avait pris mes clés. J'ai gémi et j'étais sur le point d'appeler un ami pour qu'il m'emmène quand j'ai accidentellement ouvert ma galerie de photos. J'étais très énervé contre moi-même jusqu'à ce que je regarde à nouveau la photo que j'avais prise. Il y avait quelque chose de différent de ce dont je me souvenais la nuit dernière. Il y avait une nouvelle ligne dans le chat. Un seul mot. Une simple question. Un mot que j'avais utilisé tant de fois au fil des mots, après la fin d'une partie. Je n'aurais jamais pensé que ce mot me donnerait des frissons et que mon sang se transformerait en glace dans mes veines. Ce mot, cette question, c'était revanche ? Je peux tout voir dans ma tête, mais ce que j'ai vu ce soir-là m'a brisé. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qui m'arrive. Le terme technique pour désigner ce que je suis s'appelle un éidétique. Vous avez probablement entendu parler des personnes qui ont une mémoire photographique. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Sauf que les éidétiques ne sont pas limités au sens visuel dans ce dont ils se souviennent. Bien que les capacités spécifiques varient d'un cas à l'autre, les sensations sonores, gustatives, olfactives et tactiles peuvent également être rappelées de manière vivante à tout moment. Certains éidétiques sont également connus pour avoir la capacité de voir ce qu'ils pensent. C'est à cette catégorie que j'appartiens. Je dois admettre que cette capacité a ses avantages. L'école est un jeu d'enfant parce que je peux voir mes notes à côté de chaque examen que je passe. Je peux évoquer des souvenirs heureux avec mes amis et ma famille pour égayer leur journée. Lorsque je m'ennuie, je peux lire des livres que j'ai déjà lus ou regarder des émissions de télévision que j'ai regardées dans ma tête. Ça a l'air cool, non ? C'est du moins ce que les gens me disent. J'aimerais qu'ils aient raison. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je donnerais n'importe quoi pour m'en débarrasser. Le fonctionnement de ma vision est le suivant. En plus de ce que mes yeux voient réellement, mon cerveau superpose ce à quoi je pense, et le résultat est une combinaison des deux. Par conséquent, l'effet de ma vision mentale est limité pendant la journée parce que ma vision réelle interfère avec elle. Mais lorsque je vais me coucher et que la pièce est totalement obscure, ma vision mentale est libre de ce que je vois. On pourrait se demander pourquoi c'est si grave. Eh bien voilà. Tant que vous pensez à des choses agréables, ça doit être une façon très relaxante d'aller au lit, n'est-ce pas ? Ça impliquerait qu'on contrôle totalement chaque pensée qui nous passe par la tête à tout moment. Or, ce n'est presque jamais le cas. Le cerveau est constamment bombardé de ce que l'on appelle des pensées intrusives. Je suis sûr que vous avez déjà entendu les craquements et les gémissements habituels de votre maison la nuit et que vous pensez que quelqu'un ou quelque chose se promène dans l'obscurité. La peur vous envahit pendant quelques secondes, mais au bout d'une minute environ, sans qu'il ne se passe rien, vous pouvez considérer qu'il s'agit de votre imagination et vous pouvez vous endormir. Il s'agit d'une pensée intrusive. Bien que vous sachiez qu'il n'y a rien, votre cerveau vous force à penser, au moins pour un moment, qu'il y a quelque chose. Sauf dans mon cas, ces pensées intrusives évoquent une image qui accompagne le son. Les bruits nocturnes sont toujours accompagnés d'une sorte de personne ou de créature qui se promène dans ma chambre ou qui se tient là à me regarder. Évidemment, cela a rendu mon enfance très difficile. Je ne comprenais rien de tout cela quand j'étais jeune, et je supposais simplement qu'il y avait des monstres dans ma chambre quand j'allais me coucher. De nombreuses nuits, mes parents se précipitaient dans ma chambre après avoir entendu mes cris, et essayaient de me consoler, même si leur présence ne faisait jamais disparaître les images. J'ai fini par comprendre que les images n'étaient pas réelles, parce qu'il s'agissait de choses que j'avais déjà vues, et que le fait de pouvoir reconnaître leur origine avait un effet apaisant. J'ai appris à vivre avec les entités qui apparaissaient chaque nuit, et même à les anticiper. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques mois.
Je venais de rentrer à mon appartement après une longue nuit de travail à l'hôpital, et j'ai remarqué que mon colocataire n'était pas là. J'ai supposé qu'il était sorti dans les bars, je n'ai rien pensé, je suis entré. Lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, l'obscurité normale m'a accueilli et ma vision mentale a pris le dessus, tandis que je me dirigeais vers l'interrupteur. Au moment où j'allais allumer la lumière, j'ai vu un homme au bout du couloir qui me regardait. Je savais que ce n'était qu'une image, mais pour la première fois, c'était quelque chose dont je n'avais aucun souvenir. Il était extrêmement gros et ne portait aucun vêtement, à l'exception d'un petit chapeau noir sur son crâne dégarni. Sa peau était d'un violacé maladif et semblait pelée sur son corps, manifestement rongé par la maladie. Sa bouche était ouverte, révélant une dentition gangrenée et un moignon de langue chargé de pus. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'il n'a plus d'yeux, ni même d'orbite. Ils étaient remplacés par des amas de chair qui semblaient pousser sur les bords de son chapeau. Ma main hésita sur l'interrupteur et ma peur fut temporairement remplacée par la curiosité. Je voulais voir ce que cet homme ferait si je m'asseyais un peu. Après tout, il n'était qu'une image que mon cerveau avait évoquée. J'ai donc pris place sur mon canapé et j'ai observé tranquillement. Au bout de quelques minutes, il a commencé à bouger. Comme toutes mes autres hallucinations, ses actions n'ont fait aucun bruit dans le monde réel, et il s'est contenté de se déplacer silencieusement dans mon appartement. Il ne semblait pas du tout se diriger vers moi, ni avoir une destination précise en tête. Je commençais à me désintéresser de la situation, et je me suis levé pour allumer la lumière et me préparer à aller me coucher. C'est alors qu'il a parlé. Une peur, comme je n'en avais jamais connue, a résonné le long de ma colonne vertébrale. Aucune de mes hallucinations n'avait jamais fait de bruit ou encore moins formé de mots. J'ai essayé de me dire que j'avais peut-être entendu des gens parler de l'autre côté de ma fenêtre, ou peut-être de l'autre côté de ma porte. Mais avant que je n'ai eu le temps de valider mes affirmations, il a repris la parole. « Elle voulait juste te revoir », m'a-t-il dit. Sa voix était confuse et grave, et il parlait très doucement, mais j'entendais chaque mot. La panique s'est emparée de moi, et je me suis précipité sur l'interrupteur. Comme toujours, la lumière a instantanément fait disparaître l'homme, et je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Le soulagement m'envahit, et j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que la voix venait de l'homme, mais je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Je ne l'avais pas reconnu dans les films d'horreur que j'avais vus, ni dans les photos sur Internet, et je ne me souvenais pas non plus que quelqu'un ait pu parler comme ça. Quelle que soit la conclusion à laquelle j'arrivais, je savais que je le reverrais quand j'irais me coucher. Et il ne m'a pas déçu. À peine avais-je sauté sous mes couvertures qu'il est entré dans ma chambre en se dandinant. J'ai essayé de me distraire de lui en pensant à d'autres choses. J'ai eu recours à ma tactique habituelle qui consiste à faire apparaître une image de ma sœur pour me calmer. Elle a toujours été si compréhensive, même lorsque nous étions enfants, à l'égard de ce qui m'arrivait. Sa présence me rassurait et je comptais sur elle pour me sortir de certains de mes épisodes les plus graves. Cependant, son image semblait également avoir un effet sur lui. Il a immédiatement cessé de traîner les pieds et s'est tourné vers l'endroit où elle se trouvait. Il m'est difficile de décrire ce qu'il a fait ensuite, car cela me fait douter de ma santé mentale, mais il l'a en quelque sorte forcé à disparaître de ma vue. Ce n'était pas possible. J'aurais dû être capable de la garder dans ma vision si je pensais à elle, mais pour la première fois, je ne pouvais pas. Dès qu'elle a disparu, il a repris la parole. « Tu aurais dû être là. Elle a pensé à toi à la fin. » Un souvenir s'est alors imposé à mon esprit. Il s'agissait de ma grand-mère. Elle avait passé les derniers mois de sa vie à l'hôpital, et mon père nous emmenait, ma sœur et moi, lui rendre visite. Ma grand-mère nous adorait, et elle adorait que nous venions la voir. Une fois, alors que mon père allait lui rendre visite, je lui dis que je voulais plutôt passer du temps avec mes amis, et il m'a obéi. C'est la dernière fois que mon père est allé la voir, et elle est morte quelques jours plus tard. Je me suis senti très mal de ne pas y être allé, et je l'ai regretté pendant longtemps.
Ces sentiments de regret et de tristesse m'ont submergé, et j'ai soudain compris le sens des paroles de cet homme. Il était en quelque sorte capable de projeter un souvenir auquel je ne voulais pas penser et de revivre les émotions que j'avais ressenties à cette occasion. Depuis, il m'a rendu visite chaque nuit. Chaque fois, un moment horrible de ma vie est arraché à mon subconscient et j'endure le chagrin de chaque événement. Chaque nuit, je suis incapable de faire face à la vague d'émotions qui m'envahit et le peu de sommeil que je trouve est troublé par les cauchemars de ces souvenirs. Je ne vois pas d'issue et je suis à bout de nerfs. Je pense souvent à la nature du paradis et de l'enfer et à l'existence ou non d'un Dieu. À l'origine, j'étais enclin à croire qu'il ne pouvait exister un Dieu qui permettrait d'infliger ce genre de tourment à une personne qui, apparemment, n'a rien fait pour le mériter. Cependant, je ne peux imaginer une version plus terrifiante de l'enfer que celle-ci. Être forcé de revivre et de considérer chaque mauvaise décision de sa vie est la méthode ultime et la plus efficace pour pousser une âme jusqu'à son point de rupture. Je ne vois qu'un seul moyen d'y échapper. Si ma famille lit ceci, sachez que je vous aime tous et que je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. J'espère que vous comprendrez mon dernier geste. Acton, le village qui a voulu chasser le mal et qui l'a réveillé. Les habitants d'Acton, dans le Massachusetts, savaient que le diable marchait parmi eux. Sinon, comment expliquer la routine de la mort ? Leur seul rempart contre l'oubli était la petite chapelle en pierre qui avait été érigée au centre de la ville. C'est là que la congrégation se réunissait tous les dimanches pour le service. C'est là que les fermiers locaux établissaient un certain sens de la communauté. Et c'est là que les habitants d'Acton se rendaient pour échapper au froid glacial. Les murs de pierre de l'église protégeaient mieux des éléments que leurs cabanes en rondins branlantes, et tous les habitants d'Acton savaient que s'éloigner de l'église lorsque les tempêtes hivernales déferlaient était synonyme de mort certaine. Tout le monde, sauf Hunter Solomon. Hunter était un homme étrange à une époque où tout semblait d'étrangeté donner lieu à des rumeurs de sorcellerie et de magie. Grand, poilu, à l'allure de faucon, Hunter vivait à la périphérie d'Acton, dans une cabane exiguë et délabrée. Peu de gens lui parlaient, et la seule personne qui le contactait régulièrement était Old Nan, une vieille femme bienveillante connue et appréciée pour sa façon de traiter les enfants. Bien que beaucoup se méfient de Hunter, personne n'ose l'accuser directement d'actes répréhensibles, en raison de ses immenses talents de chasseur. Chaque semaine, Hunter se rendait en ville et laissait un cerf fraîchement abattu sur les marches de l'église, à la disposition des hommes et des femmes affamés. Aucun homme sensé ne s'aventurait seul dans les bois autour d'Acton. Trop d'entre eux avaient disparu. Lorsque les grands-parents de la génération actuelle de colons sont arrivés, les terres qui sont devenues Acton étaient complètement abandonnées. Il n'y avait pas d'Indiens et aucun sentier apparent, malgré la richesse des terres agricoles. Les premiers colons étaient des gens robustes qui avaient réussi à survivre dans les bois oppressants, malgré les dangers posés par la meute de loups qui vivaient dans l'ombre d'Acton. La génération actuelle avait appris la peur de ses aïeux, et dès qu'il fallait de la viande fraîche, un groupe de chasseurs se formait pour s'assurer qu'aucun homme n'ait à aller dans les bois et à braver les loups tout seul. Le chasseur Solomon se rendit seul dans les bois. Des rumeurs circulaient parmi les habitants de la ville selon lesquelles Hunter avait vendu son âme pour pouvoir se promener en toute sécurité parmi les loups. Certains disaient que lorsqu'il était jeune, Hunter et son père s'étaient rendus dans les bois pour une partie de chasse et qu'ils avaient été attaqués par la meute. Quelques jours plus tard, les habitants d'Acton racontèrent que Hunter était sorti des bois en boitant et en essayant tant bien que mal de maintenir son scalp sur sa tête. On n'a jamais revu le vieux Solomon. Cette partie de chasse a laissé Hunter silencieux et couvert de cicatrices. Personne ne pouvait lutter contre les loups, disaient les habitants de la ville. Le diable avait dû protéger son serviteur. Peu de gens se souvenaient du jeune homme sociable qu'était Hunter avant ce voyage,
mais tous connaissaient l'ermite silencieux et reclus qu'il était devenu après son retour. Il n'en faut pas plus pour que les habitants d'Acton se retournent contre Hunter. Lorsque le révérend McGarvey décède au cours de l'hiver 1701, les habitants d'Acton demandent désespérément un nouveau pasteur. Le printemps venu, le révérend O'Brien arrive, un prêcheur roux de feu et de soufre qui suscite un nouveau degré de dévotion parmi les fidèles de la frontière. Il était accompagné de sa fille de 8 ans, une petite fille sauvage qui partageait sa chevelure rousse. Elle s'appelait Lucie. Personne en ville ne sait avec certitude quand Lucie et Hunter se sont rencontrés pour la première fois. Tout ce qu'ils savaient, c'est que Lucie adorait Hunter. Chaque fois que Hunter arrivait en ville à grandes enjambées, apportant de la nourriture fraîche de sa chasse, Lucie courait le saluer. Hunter lui apportait toujours quelque chose, une feuille intéressante, une petite sculpture, une poupée mal faite. Bientôt, d'autres enfants se mirent à courir avec Lucie pour saluer Hunter. Il avait toujours des jouets pour les enfants, et ceux-ci vinrent bientôt à admirer l'ermite d'Acton presque autant qu'ils adoraient Old Nan et ses histoires. Certains y voient le signe que Hunter est au moins en partie un homme honnête. D'autres, comme le révérend O'Brien, savaient que Hunter, qui adorait Satan, corrompait sa fille et les autres enfants de la ville. Le révérend O'Brien a pris beaucoup de plaisir à prononcer son premier sermon sur la sorcellerie. Les habitants de la ville, déjà méfiants à l'égard du chasseur Solomon, sont suspendus à chacun de ses mots. Les descriptions vivantes des couvents et des malédictions les poussent à la ferveur. Bientôt, ils commencent à remarquer chaque malheur. La vache du fermier Jones meurt subitement. Le petit Danny Gilman tombe gravement malade et meurt quelques semaines plus tard. Rachel Jones fait une fausse couche. La femme de James Sloane fut surprise avec un autre homme et jura sur la Sainte Bible qu'une force extérieure avait pris le contrôle de son corps. Le point de rupture se situe au début de l'hiver 1702, lorsque Lucie disparaît. Ce dimanche-là, le révérend O'Brien s'est donné corps et âme dans son sermon, appelant les habitants de la ville à chasser le diable. Tous savent à qui il fait allusion. Les fidèles enragés chargent leurs mousquets et allument leurs torches. Il est temps de tuer le chasseur Solomon. Il était temps de chasser le diable. Lorsque les émeutiers atteignent la cabane de Hunter, ils constatent qu'elle est abandonnée. Le réveillant O'Brien et James Sloane conduisent un groupe restreint d'anciens du village dans la cabane pour voir s'il y a un signe de l'endroit où Hunter est allé, ou s'il va revenir. Ils trouvèrent un petit lit de camp, de nombreux trophées de chasse et un ensemble de menottes enchaînées au mur de la cabane. Les menottes étaient solides et montraient des signes d'utilisation fréquente. Le long des poignets des menottes se trouvaient plusieurs poils épais et foncés. Le révérend O'Brien annonça fièrement que les menottes étaient la preuve que Hunter avait invoqué et asservi des démons à sa volonté. Mais bientôt, le froid glacial et les hurlements des loups poussèrent la foule à regagner la sécurité d'Acton et de l'église. Le deuxième enfant à disparaître est Annie Smith, fille de Giles Smith, l'ivrogne de la ville. Les sermons du révérend O'Brien deviennent encore plus passionnés et la chasse aux sorcières commence. Toute femme accusée d'appartenir au clan de Hunter Solomon est rapidement jugée par un conseil dirigé par le révérend O'Brien et James Sloane. Aucune des accusées ne fut déclarée innocente, et l'idée que la sorcellerie s'était infiltrée dans le village provoqua un vent de panique. En peu de temps, Peggy Sullivan, Lindsay Anderson et Jane Sloane, l'épouse adultère de James Sloane, sont brûlées vives. Cependant, d'autres enfants continuent de disparaître et le révérend O'Brien entraîne ses fidèles dans une grande purge qui coûte la vie à de nombreuses jeunes femmes du village. Les habitants de la ville se sont ralliés au révérend O'Brien, le saint homme qu'ils savaient être un croisé pour la justice. Malgré leur foi, le nombre d'enfants disparus a continué à augmenter tout au long de ce long mois de novembre et de décembre.
Le message est apparu la nuit suivant le blizzard. Bien que tous les habitants se soient réfugiés dans l'église, Giles Smith est le seul à l'avoir vu. Malgré la mauvaise visibilité causée par les averses de neige, Giles jura que la bête avait facilement la taille d'un cheval. Personne ne le croit vraiment et le lendemain matin, rien ne vient confirmer les dires de Giles. La neige abondante avait masqué les traces et le révérend O'Brien s'empressa de rejeter les affirmations de l'ivrogne, jusqu'à ce qu'il voie la porte de l'église. Sur la porte de l'église, 2 mots sont grossièrement gravés. Je sais. Je sais. Le révérend O'Brien pâlit et se dépêche de rentrer chez lui, déclarant qu'il doit préparer le sermon du lendemain. Ce sermon n'a jamais été prononcé. Toute la nuit, les habitants furent tenus éveillés par de grands hurlements solitaires qui semblaient provenir de l'extérieur du village. Le lendemain matin, alors que les habitants d'Acton sortaient de chez eux, vêtus de leurs habits du dimanche, ils sont accueillis par un spectacle effroyable. Le corps mutilé de James Sloane est étalé sur les marches de l'église. Le révérend O'Brien est furieux et convoque immédiatement le conseil. Le conseil ne tarde pas à accuser Old Nan de sorcellerie et de conspiration avec Hunter Solomon. Les autres enfants regardent avec horreur leur conteuse se faire arrêter par le conseil et le révérend O'Brien envoie ses fidèles ramasser du bois pour un bûcher. Ils reviennent bientôt et déposent leur bois autour du bûcher, auquel Old Nan est désormais attaché. C'est là, près du bûcher, que le révérend O'Brien était dans son élément. Tandis que Old Nan sanglotait et implorait la pitié, le révérend braillait sur le mal, le diable et tous les actes dépravés dont le chasseur Solomon et Old Nan avaient été responsables. Les descriptions d'invocations de démons et de réunions secrètes dans les bois avec Satan ont poussé la foule à hurler frénétiquement. C'est alors qu'un grognement assourdissant fit taire la foule. Le loup faisait les 100 pas autour d'une maison à la périphérie de la ville. Giles Smith avait largement sous-estimé la taille de la bête, qui dépassait largement celle de n'importe quel cheval. La foule paniqua. Certains s'évanouirent, d'autres tirèrent leurs mousquets, d'autres encore s'enfuirent, et le révérend O'Brien resta planté sur place, tenant la torche qu'il avait prévu d'utiliser pour allumer le bûcher. Le loup fonça, traversant la foule et se dirigeant directement vers le révérend O'Brien. Paniqué, il laissa tomber sa torche sur le bûcher et se retourna puis courut. Alors que les flammes commençaient à remonter le long de la pile de bois sec vers Old Nan, qui priait désespérément, le loup changea de trajectoire. Jetant son poing en l'air, il traversa le bûcher, brisant le pieu et libérant Old Nan. Le loup se débattit sur le sol, essayant tant bien que mal d'éteindre la fourrure qui s'enflammait. Avec un hurlement désespéré, il roula dans un banc de neige voisin, éteignant sa fourrure et quitta la ville en courant. Personne n'aurait pu prédire qu'un Hunter Solomon gravement brûlé frapperait à la porte du fermier Jones plus tard dans la nuit, ou que le lendemain matin, le fermier Jones rassemblerait un groupe de citadins, enfoncerait la porte de la maison du révérend O'Brien et le pendrait à un arbre à l'orée de la forêt. Peu de gens auraient pu prédire que les restes des enfants disparus seraient retrouvés dans un sous-sol de cette même maison. Le chasseur Solomon n'a pas été revu depuis, mais les habitants d'Acton n'évitent plus les bois. Les chasseurs sortent seuls, sans crainte. Les enfants jouent dans les endroits qui leur étaient autrefois interdits. De temps en temps, un chasseur entend un hurlement solitaire. De temps en temps, un enfant trouve une poupée mal faite, mais personne ne disparaît, et plus aucune rumeur ne circule sur Hunter Solomon. Une porte entr'ouverte, une curiosité, une grosse erreur. Je ne peux pas prouver que c'est vrai. Personne ne me croit. Et je suis fatigué de raconter cette histoire et de participer aux inévitables débats sur la plausibilité. Mais je sais ce qui s'est passé, et j'ai pensé que la communauté, ici présente sur cette chaîne, pourrait au moins avoir l'esprit plus ouvert à propos de cette expérience. Au moins,
Je pourrais vous dire toute l'histoire sans être ridiculisé. Il y a environ 1 an et demi, j'ai commencé à fréquenter l'université. Après avoir rempli des montagnes de demandes d'admission et avoir franchi des obstacles absurdes, j'ai finalement reçu la notification de l'établissement où j'avais été accepté. Mon premier choix, l'UGA, m'avait accepté, ce qui était formidable. Mais une autre université m'a également accepté, la Kinsaw State University. Cette école était nettement moins prestigieuse, mais elle était tout de même l'une des plus importantes de Géorgie. Je me suis contenté d'envoyer le dossier de candidature en procédant par étapes. Je me suis donc dit qu'il fallait au moins donner une chance à cet établissement et j'ai décidé de visiter le campus avant de prendre une décision définitive. La journée portes ouvertes était pluvieuse et les terrains de l'université étaient couverts de boue et de plaques d'herbes fraîchement plantées, complètement trempées. Nous n'étions que quelques-uns dans le groupe car la date limite d'inscription pour l'automne approchait et la visite s'est terminée plus tôt que prévu en raison de la pluie fine qui s'est transformée en trombe d'eau. N'étant pas vraiment satisfait de la vue minimale du campus, j'ai décidé d'explorer par moi-même. Heureusement, j'avais un poncho de secours dans ma voiture, que j'ai enfilé avant de me promener et de visiter les lieux. Le tonnerre crépitait au-dessus de moi, et la pluie s'intensifiait, comme si elle était déterminée à m'empêcher de continuer. Mais j'ai continué à explorer le campus. En parcourant les bâtiments du petit campus, je me suis rendu compte que tous les bâtiments où j'étais arrivé étaient fermés. Cela me paraissait étrange. Après tout, c'était encore l'été. Les cours ne devraient-ils pas avoir lieu ? D'ailleurs, le corps étudiant semblait inexistant. Ce n'était pas si grave. Après tout, il s'agissait d'une tempête désastreuse. Mais tout de même, quoi. Je n'avais pas vu une seule âme depuis que le groupe de touristes s'était séparé. J'ai fini par me rendre dans l'un des dortoirs appelé University Place. Il s'agissait d'un petit groupe de dortoirs qui ressemblait à des appartements, bien qu'ils fussent éloignés du campus principal, comme s'ils étaient cachés. J'ai rapidement trouvé un abri sous un surplomb pour me mettre brièvement à l'abri des intempéries. Un poncho n'est utile que lorsqu'il y a des trombes d'eau. C'est alors que j'ai remarqué que la porte d'un des dortoirs était ouverte. Juste grande ouverte. Je suis passé devant en essayant de ne pas trop me faire remarquer, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait personne, mais je pouvais voir une télévision allumée le long du mur. En temps normal, je n'aurais pas cherché à m'imposer, mais j'étais bien décidé à voir au moins une partie du campus plus en profondeur. Je me dirigeai vers la porte et frappai sur le mur à l'intérieur, criant pour voir s'il y avait quelqu'un dedans. Il n'y a pas eu de réponse. Je frappai à nouveau, cette fois en faisant un pas à l'intérieur. Toujours pas de réponse. J'ai décidé que cela ne ferait pas de mal de jeter au moins un coup d'œil dans le salon. Alors je suis entré, en levant le poncho et le laissant sur le seuil de la porte et en enlevant aussi mes chaussures trempées. J'ai crié une dernière fois en entrant dans la pièce principale en vain. J'ai regardé la télévision qui était bloquée sur des parasites. Il n'y avait pas de bruit. Je m'approchai et l'éteignis, remarquant que l'endroit semblait vide, mais il y avait des signes de vie pourtant. Une boîte de pizza ouverte, avec de la nourriture à l'intérieur, était posée sur une table dans le salon. Mais elle était habitée par des mouches, apparemment laissées seules depuis des jours. En traversant la pièce, j'ai senti une odeur incroyablement désagréable me parvenir au nez. On aurait dit de la viande en décomposition. Une partie de moi me disait de sortir, mais l'autre insistait pour que je continue à marcher. J'ai rampé vers l'odeur, réalisant qu'elle provenait de la cuisine. Je m'approchais lentement, l'odeur devenant de plus en plus poignante à mesure que je me rapprochais. J'ai atteint l'évier et j'y ai trouvé de la viande en décomposition. Infestée d'asticots, elle se tortillait dans le morceau de bœuf. C'était dégoûtant et inquiétant. J'ai failli vomir à cause de la vue et de l'odeur, et j'ai rapidement fait demi-tour pour quitter la cuisine, avant de me rendre compte que la télévision était de nouveau allumée. Peut-être que c'était un réglage bizarre de la télé qui l'avait rallumée. À ce stade, je commençais à avoir la chair de poule. J'ai de nouveau éteint la télévision et je l'ai même débranchée pour être sûr. J'ai décidé
qu'il était temps de partir et j'ai commencé à me diriger vers la porte encore ouverte. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd. J'ai failli sursauter, mais j'ai essayé de garder mon calme. Il provenait de la pièce située près de la porte, intitulée A. J'ai vu suffisamment de films d'horreur pour savoir qu'on ne doit jamais aller vers le bruit. On fuit le bruit. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai attrapé mon poncho prêt à partir. Soudain, la porte s'est refermée devant moi en claquant contre le chambranle. J'ai failli tomber à la renverse sous l'effet de la surprise et j'ai rapidement reculé en traînant les pieds. Je restais bouche bée, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis précipité en avant et j'ai essayé de tourner la poignée, mais en vain. C'était comme si la porte était verrouillée de l'autre côté. J'ai tapé dessus et crié à l'aide, en tournant frénétiquement la poignée aussi fort que possible. J'ai sorti mon téléphone de ma poche pour appeler quelqu'un, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de bar disponible. Super. J'ai fini par abandonner et j'ai cherché dans la pièce un autre moyen de sortir. Je me suis vite rendu compte que les dortoirs avaient des fenêtres, que je pouvais peut-être utiliser pour m'échapper. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine et je me rendais compte que quelque chose ne tournait pas rond. S'agissait-il d'une blague qui avait mal tourné ? Quelqu'un essayait-il délibérément de me faire peur ? Si c'est le cas, ça marche. Et puis, j'ai entendu un autre bruit sourd, plus fort cette fois, toujours en provenance de cette même pièce. Même si je ne voulais pas m'en approcher, cette pièce semblait contenir quelqu'un, ce qui serait ma meilleure chance de me tirer d'affaire. Je me suis levé et j'ai avancé vers la porte. Et j'ai rapidement réalisé que la télévision était de nouveau allumée. Les parasites illuminaient l'écran, même si la télévision était encore débranchée. Je l'ai ignoré. Mon seul souci était de sortir à ce moment-là. J'ai frappé à la porte une fois, puis j'ai attendu. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Pas de réponse. J'ai appelé. Rien. Je saisis la poignée et la tournai, sentant la porte céder lorsque je l'ouvris lentement. La pièce était sombre, et le temps extérieur empêchait de voir autre chose que les vagues contours des meubles. Un lit et un bureau, avec quelques bibelots ici et là. J'appelais, essayant de savoir s'il y avait quelqu'un, mais je n'obtins aucune réponse. J'ai appuyé sur l'interrupteur, mais rien ne s'est passé non plus. Je me suis glissé dans la pièce en direction de la fenêtre. C'était ma chance de m'échapper, et je ne pensais à rien d'autre. Jusqu'à ce que les couvertures du lit bruissent. J'ai sursauté et je me suis reculé contre le mur. « Bonjour » j'ai dit, mais je n'ai rien entendu. « Ça va ? Tout va bien ?» demandai-je à ce que je supposais être l'habitant du dortoir. Encore une fois, rien. J'ai tendu la main vers le lit et j'ai saisi la couverture, prêt à l'enlever. Lentement, je retirai la literie de la figure et m'approchai de l'être découvert. C'était un homme à peine plus âgé que moi. Les yeux et la bouche fermés, du sang séché entourant ses deux orifices. Il était nu et avait une sorte de symbole étrange gravé sur la poitrine, avec encore plus de sang autour. Je l'ai regardé fixement, encore incertain de ce que je voyais. C'est alors que sa tête s'est tournée vers moi. Il laissa échapper un petit gémissement qui me glaça le sang et fit naître en moi un puissant sentiment de peur. Je me débarrassai rapidement des draps et courus jusqu'à la fenêtre. Je débloquai les verrous et tirai dessus aussi fort que possible, un crissement métallique accompagnant le mouvement. Une brise froide soufflait de l'extérieur. Je m'en moquais, je sortais. J'ai forcé la fenêtre à s'ouvrir, ce qui a fait voler la pluie extérieure, et j'ai commencé à grimper dans le monde. Je tombais dans un buisson à l'extérieur et me relevai rapidement, regardant en arrière pour m'assurer que cette chose ne me suivait pas. Curieusement, il n'y avait plus rien dans le lit. Il était vide, mais je m'en moquais, j'ai couru. Et j'ai continué à courir, croyez-moi. J'ai atteint ma voiture, je suis monté dedans et je suis parti.
Je fais toujours des cauchemars à propos de cette expérience. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et je ne veux pas y penser plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que je n'y retournerai jamais. En fait, j'ai complètement renoncé à l'université après cela. Cela peut paraître stupide, mais c'est une expérience dont je ne pourrai jamais me défaire. Pour être honnête, je pensais que je me sentirais soulagé en vous disant tout cela, et en le révélant au grand jour. Mais après avoir traversé cette épreuve, cela ne m'a pas aidé du tout. En fait, je suis toujours aussi effrayé. L'avenue Miroir, là où notre propre reflet veut nous remplacer. Je vis dans une ville assez petite et relativement inconnue. Comme nous sommes sur Internet, je ne divulguerai pas trop d'informations, mais je vous dirai juste que c'est dans le sud du Wisconsin. J'habite à l'angle de Lone et Elm Street, et tout près de chez moi se trouve un tronçon de route que la plupart des gens appellent l'avenue Miroir. Bien sûr, il ne s'agit pas vraiment d'une avenue, mais plutôt d'un prolongement de Lone Street. Et ce n'est pas toute la route, juste un petit tronçon dans le pâté de maisons adjacent à celui où se trouve ma maison. J'ai vécu ici toute ma vie, et toutes les personnes que je connais l'ont appelée avenue Miroir à un moment ou à un autre. Mais la plupart d'entre elles n'ont pas pu m'expliquer pourquoi on l'appelait ainsi. Les histoires que l'on m'a racontées étaient toujours différentes, généralement à propos d'un fabricant de miroirs, ou peu importe comment on appelle les gens qui fabriquent des miroirs, à l'époque de la fondation de la ville, qui a été pris dans une sorte de culte et la rue a été maudite. Bien sûr, les récits exacts varient, mais l'un d'entre eux, qui m'a été raconté par un ami au collège, indique que la rue est coupée en deux par un très long miroir de la taille d'un homme. Les gens se regardaient dans ce miroir et leur reflet faisait quelque chose de différent, généralement malicieux, et s'il y avait plus d'une personne dans le miroir à la fois, les reflets essayaient de se blesser les uns les autres, et on disait que les gens pouvaient sentir la douleur infligée par les reflets. Ce n'étaient que les divagations d'un collégien, et ce soir, en rentrant chez moi, j'ai découvert exactement pourquoi on l'appelle avenue Miroir. J'ai travaillé relativement tard aujourd'hui, jusqu'à 20h, et comme nous sommes en décembre, la nuit est tombée assez tôt. J'ai terminé à 20h et j'ai décidé de rentrer à pied au lieu d'appeler l'un de mes parents. Malgré mes 18 ans, je n'ai jamais appris à conduire pour des raisons financières, et parce que je vivais dans une ville suffisamment petite pour qu'il y ait très peu de choses qui ne soient pas accessibles à pied. Je marche tout le temps pour aller au travail et en revenir, mais j'ai l'habitude de prendre Elm Street au lieu de Lone Street. C'est plus rapide. Mais ce soir, j'ai pensé que puisque je ne devais pas vraiment être à la maison à une heure précise, je prendrais le chemin le plus long. Cet itinéraire m'emmène tout droit dans Lone Street jusqu'à l'avenue Miroir, où j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de ma vie. La marche vers la maison était plutôt normale, jusqu'à ce que j'atteigne le point près du parc où j'aurais normalement bifurqué vers Elm Street. J'ai tourné dans Lone Street, sans même penser à cette histoire de miroir. Chaque fois que j'avais marché dans cette rue auparavant, c'était pendant la journée, donc je n'avais jamais vraiment eu peur. Et donc ce n'était pas du tout ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Je n'ai marché qu'1 minute avant de remarquer qu'il y avait quelqu'un qui marchait de l'autre côté de la rue. J'ai regardé de l'autre côté dès que je l'ai remarqué et la personne a fait de même. Je ne pouvais pas être sûr que la personne portait le même manteau que moi, mais je ne pouvais pas voir son visage parce qu'elle avait la capuche relevée. J'ai marché encore quelques secondes et j'ai failli trébucher sur le bord d'un trottoir inégal. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je pense que si j'avais réfléchi davantage à l'histoire du miroir avant, je m'y serais attendu. Mais le gars de l'autre côté de la rue a trébuché au même moment. Je suis resté là 1 seconde, puis j'ai recommencé à marcher, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un coup de chance, d'un coup du hasard. Mais pour le vérifier, je me suis arrêté brusquement et j'ai regardé ce qu'il faisait. Bien sûr, il s'est arrêté, me regardant pendant que je le regardais. J'étais maintenant certain que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai crié au gars de l'autre côté de la rue,
Mais je n'ai rien entendu de sa part, même s'il semblait faire le même mouvement que moi, comme s'il criait lui aussi. Je suis resté là pendant environ 5 minutes, à agiter les bras et à faire des choses de ce genre, en regardant l'homme de l'autre côté de la rue qui m'imitait à la perfection. Finalement, j'ai décidé de voir ce qui se passerait si je m'approchais. Je suis donc sorti de la chaussée et il a fait de même. Je me suis arrêté effrayé pendant un moment. Je ne pouvais pas dire qui c'était à cause de la capuche et je n'étais pas sûr de ce qui se passerait si je m'approchais davantage. Et pendant tout ce temps, il me copiait silencieusement, chaque aspect de mes mouvements étant parfaitement synchronisé, comme s'il était mon reflet. Je pensais maintenant à cette histoire de miroir, et d'après les histoires que j'avais entendues dans mon enfance, je m'attendais à ce qu'il n'en résulte rien de bon. Mais ma curiosité a pris le dessus, et je me suis rapproché jusqu'à ce que je sois au centre de la route, de retour sur la chaussée, avec mon reflet de l'autre côté de la ligne de démarcation. J'ai failli tendre la main et essayer de le toucher, mais j'avais trop peur, et au dernier moment, j'ai retiré ma main. C'est alors que j'ai entendu une sorte de grognement provenant du reflet. Apparemment, il voulait que je le touche, comme il l'a fait comprendre en marmonnant sous son capuchon. J'ai réfléchi un instant et je voulais voir s'il s'agissait d'une sorte de réflexion. Alors je me suis dit que si je relevais mon capuchon, il finirait par baisser le sien. J'ai donc reculé sur le trottoir une nouvelle fois, car je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, et je me suis préparé. Je tremblais, en partie par anticipation et en partie parce que j'étais terrifié par ce qui pouvait arriver. J'étais manifestement dans la merde, car je savais maintenant que cela avait quelque chose à voir avec les vieilles légendes. Je me tenais là, les mains juste au-dessus de mes épaules, prêt à mettre ma capuche, mon reflet faisant de même. J'ai compté à rebours à partir de 10, en me murmurant à l'oreille et en priant pour que ce ne soit qu'un gamin qui se moque de moi ou que tout cela soit simplement dans ma tête. Au fur et à mesure que j'approchais du chiffre 1, je tremblais plus violemment, à tel point qu'il était devenu évident que mon reflet tremblait également. Lorsque je me suis suffisamment rapproché et que j'ai relevé ma capuche, mes soupçons ont été confirmés par le fait que j'ai vu le gars de l'autre côté baisser sa capuche. Je n'ai aucun moyen de décrire précisément ce que j'ai vu. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il avait les mêmes traits de base, mais ils étaient contorsionnés et tordus d'une manière hideuse et dégoûtante qui m'a laissé le regarder dans un état d'hébétude horrifié. Il souriait, et c'est alors que j'ai réalisé qu'il ne faisait plus exactement la même chose que moi. Je suis resté sur le trottoir, choqué, alors que la chose descendait du trottoir et commençait à marcher vers moi. J'ai paniqué, et j'ai couru dans la rue, et mon reflet m'a suivi. Seulement, il me fixait tout le temps, et pas seulement quand je le regardais. Il était plus rapide que moi, et plus je m'approchais du bord de pâté de maison, plus il se rapprochait de moi. Pendant un moment, j'ai eu la certitude de l'entendre dire quelque chose, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Alors que j'étais sur le point d'atteindre le coin de la rue, il a tendu le bras et a attrapé ma capuche, l'arrachant au fur et à mesure que j'avançais. J'ai cru qu'il me tenait. J'ai cru que j'étais mort, une autre victime de l'avenue du miroir. Mais quand j'ai entendu le manteau se déchirer, c'était le plus beau son que j'avais jamais entendu. Et j'ai couru comme un diable jusqu'à ce que j'arrive juste devant ma maison. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était plus à ma poursuite. Je suppose qu'il s'est arrêté lorsque j'ai dépassé le bord du pâté de maison, lorsque j'ai quitté le tronçon de Lone Street qui était l'avenue Miroir. Je me suis retourné vers l'avenue Miroir, m'attendant à le voir au coin de la rue, mais je n'ai vu mon reflet nulle part. Cela m'a inquiété et je suis rentré à l'intérieur aussi vite que possible. Ma famille n'était pas à la maison. Ils avaient laissé un mot disant qu'ils étaient allés faire des achats de Noël et qu'ils m'appelleraient à mon retour. La première chose que j'ai faite a été de verrouiller toutes les portes et fenêtres et de fermer les rideaux. Puis j'ai pris la vieille épée de mon frère qu'il avait achetée à la foire de la Renaissance, juste au cas où. Je les ai appelés et je n'ai rien dit de ce qui s'était passé. Plus tard, lorsqu'ils sont finalement rentrés à la maison, je leur ai dit que j'étais tombé sur un chien et que c'était pour ça que mon manteau était déchiré.
Je ne savais pas si je devais dire à quelqu'un ce qui s'était réellement passé ou non. J'avais peur qu'il pense que j'étais fou ou que je prenais de la drogue ou quelque chose comme ça. Je le dirai peut-être à quelques amis à l'école et à tous ceux qui m'écouteront. Mais une chose est sûre, je ne prendrai plus jamais le long chemin du retour. J'ai survécu à l'invasion et j'ai failli tuer ma propre mère. Les invasions extraterrestres. Cela était tellement exagéré que c'est devenu un cliché sans fin. Il existe des centaines de films. Je les ai tous regardés et je les ai tous aimés. Mais aujourd'hui, ils me rendent malade. Le pick-up que je conduis tremble lorsque je freine. L'ABS est bloqué en raison d'un dysfonctionnement interne de l'ordinateur. Je m'arrête sur le côté de la route, regardant une petite impasse. Les maisons sont vides, les fenêtres brisées et l'obscurité qui règne à l'intérieur me regarde. La plupart des maisons n'ont pas de porte d'entrée. Des traces de griffures en jonchent l'intérieur. Je m'arrête devant une maison dont la porte rouge est suspendue à un gond rouillé. Un panier de basket gît dans la cour, se décomposant dans le sol meuble. J'ai vécu ici. Je ferme les yeux et des instants de ma vie défilent derrière mes paupières, flottant quelque part dans le minuscule espace de temps avant que le monde ne devienne si sombre, si froid et si vide. Une faible musique remplit l'air et attire mon attention. C'est un camion de glace, celui-là même vers lequel je me précipitais lorsque j'entendais son chant mélodieux. L'argent que mes parents m'avaient donné, froissé dans de minuscules poings serrés. Les haut-parleurs sifflent la vieille chanson tandis qu'un pneu tourne paresseusement dans la brise d'été. Je fredonne doucement l'air pour moi-même. Chanter m'a toujours calmé lorsque je suis nerveux. Je vérifie les rétroviseurs avant d'ouvrir prudemment les portes, mes yeux scrutant les mouvements tandis que je tire le fusil de chasse de l'espace situé derrière le siège du conducteur, l'ouvrant d'un coup sec pour vérifier qu'il est chargé. Les papiers des poubelles renversées volent contre mes pieds tandis que je me dirige vers ma maison, en veillant à ne pas toucher la porte, de peur qu'elle ne grince et n'alerte quelqu'un, ou quelque chose, de ma présence dans l'univers silencieux de mon enfance. J'avance silencieusement sur le carrelage blanc et boueux, m'arrêtant au moment de poser le pied sur la première marche. J'ai fait le mur suffisamment de fois pour savoir que seules les 5e et 8e marches grincent lorsqu'on s'y appuie. Je passe en revue les 2 premières chambres. Leurs occupants, mes parents et ma grand-mère, sont partis depuis longtemps. Je me dirige vers la vieille commode de la chambre de mes parents. Le parfum de ma mère reposant sur sa surface lisse, la seule chose intacte dans la pièce remplie de meubles éclatés et de vêtements déchirés. Je trace légèrement mon doigt le long de sa surface vitreuse, le liquide ambré tourbillonnant doucement. Ma paume se referme sur lui avant que je ne comprenne l'action, le ramenant dans ma poche avant de le laisser couler au fond. Du coin de l'œil, je vois les perles colorées de ma chambre se balancer, s'entrechoquer. J'épaule l'arme, le cœur battant contre les limites de mes côtes. Je lutte contre l'envie de crier. Cela ne servirait à rien. Mes parents ne se cacheraient pas de moi, et si c'était l'un d'entre eux, mon Dieu, je serais mort. Je me dirige lentement vers la salle de bain, dont la porte est manquante et le rideau de douche déchiré et étalé sur le sol. En tremblant, je sépare les perles avec 1, puis 2, puis 3 doigts, rendant l'espace juste assez grand pour passer à travers. Les perles se séparent facilement et je les remets en place sans un bruit. Je n'aurai la décence de tirer qu'une seule fois avant d'être rattrapé. Je vois quelque chose bouger dans le coin derrière mon lit. Les draps de mon enfance sont déchirés et ma lampe est posée sur le sol, encore allumée. La silhouette des meubles cassés m'empêche de me concentrer sur le mouvement qui émane de derrière le matelas adossé au mur. Le marteau du pistolet se met en place. Le verre brisé sous mes bottes craque à chaque pas. J'avale la boule insurmontable qui s'est accumulée dans ma gorge. Les larmes me piquent les yeux. Même après tout ce qui s'est passé, tout ce dont j'ai été témoin,
Je suis toujours terrifié par la mort. Ma main touche la mousse exposée du matelas, tirant légèrement tandis que je stabilise ma respiration. D'un geste fluide, je jette le matelas sur le côté, rassemblant plus de force que je n'aurais jamais pu le faire sans l'adrénaline qui bat dans mes veines. Un sifflement retentit dans la pièce et je lève mon arme, trébuchant sur la chaise qui trônait sur mon bureau et tombant vers le sol. Ma tête heurtant la moitié manquante de ma bibliothèque. Je me relève en trébuchant, je tourne sur moi-même et je tâtonne avec la gâchette avant de voir à quoi je suis confronté. Un petit chat me regarde fixement, le dos arqué et les dents étincelantes, la queue dressée en l'air. Ses yeux s'écarquillent et il saute par la fenêtre brisée de ma chambre et disparaît sur le toit. Je me penche vers l'avant, l'arme reposant dans le creux de mes coudes et me couvrant le visage. Les rires ne s'arrêtent pas pendant quelques bonnes minutes avant que je ne retrouve mon calme. Assis sur le matelas qui se trouve maintenant dans le coin de ma chambre. Les touches tachées de larmes, je porte mon attention sur le ciel gris au-delà du verre brisé. Mon estomac se retourne en haine. Nous étions toujours si concentrés sur le ciel, construisant de grandes machines pour envoyer des ondes radio dans l'abîme sombre qui se trouve juste à notre portée, simplement dans l'attente d'une réponse aux milliers d'émissions qui jonchent l'obscurité. C'était la mode à l'époque, une recherche sans fin pour apaiser notre besoin humain de ne pas être seul dans cette étendue que nous appelons l'univers. Nous avons été bien sots de nous intéresser à d'autres mondes alors que nous n'avions pas réussi à explorer le nôtre de manière adéquate. Je suppose que nous avons appris notre leçon, ou plutôt, nous avons payé le prix. Tout a commencé par un matin de septembre. Les corps jonchaient les côtes. Des milliers d'entre eux couvraient toutes les plages, alignant le sable en rangs serrés. Ils s'étaient tous noyés. Des hommes, des femmes et des enfants appelés par une force anonyme à s'enfoncer dans l'eau avant d'en ressortir avec la marée du matin, sans vie et gonflés. Les photos ont été diffusées sur toutes les plateformes médiatiques possibles. Chaque dortoir de ma petite université résonnait des avertissements des autorités de ne pas s'approcher des océans. Il n'a fallu que quelques heures pour que les premiers corps apparaissent, le visage recouvert d'une fine couche de peau excédentaire. En quelques jours, ils ont tout contrôlé, postant sur nos sites web, prenant le contrôle des réseaux de télévision. Quels qu'ils soient, ils se propagent rapidement, tout contact avec eux se soldant par une infection. Ils prétendaient être nos créateurs, nos vrais dieux. Ils nous avaient créés à leur image et maintenant, ils étaient là pour reprendre cette image. Il n'y avait pas de raison à cette invasion, pas de justification, mais comme le disait toujours mon père, toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. Maintenant, ils avaient pris le contrôle de presque tout le monde. Les villes étaient en ruine et les banlieues s'effondraient. Assis sur mon matelas, je me souviens de la raison de ma venue. Ma famille. J'avais réussi à échapper à la première vague, sans mauvais jeu de mots, étant loin de l'école et plus au centre du pays. Mes parents et ma grand-mère n'ont pas eu cette chance. Je me lève lentement, essuyant la sueur de mon front. Tout le monde m'a dit que j'étais fou d'aller vers la côte. Les villes qui s'y trouvaient étaient des terrains vagues, remplis de souvenirs du grand empire que nous avions construit et qui pourrissait maintenant dans le béton sur lequel il reposait. Comment aurais-je pu ne pas y aller ? C'était ma famille, je ne pouvais pas les abandonner, même si cela signifiait aller à la source même de l'invasion. Je redescends les escaliers, fouille le salon avant de passer à la cuisine, puis au sous-sol. Une partie de moi est soulagée de ne pas les trouver là. Une couche de peau supplémentaire tendit sur leur visage aussi, le regard perdu dans le vide. Je n'en avais vu que quelques-uns et jamais de près. Si vous étiez aussi près de l'un d'entre eux, vous ne viviez généralement pas pour raconter votre expérience. J'entre dans la salle familiale. La télévision est écrasée dans la cheminée, ce qui donne l'impression qu'une version sadique du Père Noël a livré le cadeau brisé. Des éclats de verre reposant sur le bois sombre.
Un doux bruissement attire mon attention de la pièce détruite jusqu'à l'extérieur des grandes fenêtres en verre, toujours intactes. Dans la cour, il y a près d'une douzaine de silhouettes, leurs corps se déplaçant légèrement d'un côté à l'autre. « Adrien !» La voix est un chuchement rauque, mais certainement reconnaissable. Elle disait mon nom. Je retiens mon souffle. De l'eau coule des coins de mes yeux et roule sur mes joues rougies. « Papa ?» Ma voix vacille au fur et à mesure que je parle, perdant confiance alors que j'ouvre la porte moustiquaire et que je m'avance sur le patio. « Tu es rentré à la maison ?» La silhouette de ma grand-mère s'avance. La peau claire qui recouvre ses traits s'étire tandis qu'elle sourit sous la couche de chair. Je me couvre la bouche avec ma main. Je sanglote. « Chut, n'aie pas peur, mon chéri. Ce n'est que nous. Nous sommes venus te souhaiter la bienvenue. » Mon père s'avance à son tour, les bras ouverts pour m'enlacer. « Restez en arrière !» Je crie, je lève l'arme en tremblant et je la pointe vaguement dans la direction de ce qui était autrefois mon père. Il s'arrête au milieu du pas, tourne la tête sur le côté comme un chien confus avant de baisser lentement les bras le long du corps. « J'espérais que tu ne serais pas si obstiné. Tu as toujours été comme ta mère. » La voix des personnages sans visage se sépare et quelque chose trébuche avant de tomber au sol. Ma mère déchire la couche blanche qui obscurcit partiellement son visage et couvre ses yeux. Sa robe de soleil préférée est tachée d'herbe et de sang. Ses ongles sont écorchés et saignent. Je recule, m'appuyant sur le côté de ma propre maison. « Il va s'en sortir, mon chéri !» Ma grand-mère se place à côté de mon père. « Bientôt, il verra que nous allons redevenir une famille. Il a juste besoin de le voir. » Mes mains se desserrent sur le pistolet. Je ne peux pas leur tirer dessus, je ne peux pas. Ils portent leurs vêtements, parlent avec leur voix. Ma mère gémit dans l'herbe, rampant vers moi. D'instinct, je lui tends la main. Nos doigts se touchent presque avant qu'elle ne s'arrête. Un léger tremblement au bout des doigts. « Adrien ?» demande-t-elle. Sa voix n'a rien à voir avec les râles-dures de mon père et de ma grand-mère. J'étouffe un cri. Mon corps tremble et j'essuie mes yeux du revers de la main. « Oui, maman, c'est moi. Oui, c'est moi. Maman, je suis là. » Elle se tourne vers moi, la voix basse. « Ce n'est pas eux, mais tu ne gagneras pas. Ce n'est pas eux. Je t'aime. Tu vas t'en sortir. » Je serre maintenant l'arme à deux mains, pleurant dans le métal du canon, l'odeur de la poudre me remplissant le nez. « Je n'ai jamais voulu ça. Je ne peux pas le dire. » Sa voix se brise, sa main tombe sur l'herbe douce et elle la saisit fermement, les jointures blanches. « Fais-le. Tu comprends, fais-le. Nous ne gagnerons jamais. Nous ne gagnerons pas. » dit-elle, la voix étranglée par les larmes qu'elle ne peut plus verser. Je reste immobile pendant qu'elle parle, le film entamant enfin sa descente finale, couvrant entièrement sa bouche. Elle sursaute soudainement avant de tomber molle, se convulsant à mes pieds en essayant d'arracher la peau de sa bouche. Je m'éloigne en titubant, trop effrayé pour la toucher. Trop effrayé pour sauver ma propre mère. « Nous l'avons trouvé dans le hangar il y a seulement 1 heure, enfin !» Ma grand-mère s'est approchée, les mains levées en signe de supplication. Mon regard se tourne vers la petite grange barricadée, dont le côté est percé d'un trou. Les éclats de bois autour de l'ouverture lui donnent l'apparence d'une bouche béante, les dents écartées. « C'est une lutte inutile. Nous ne faisons qu'améliorer le monde, le remplir d'unanimité. » Je m'essuie à nouveau les yeux, les larmes brouillant ma vision. « Nous voulons simplement que tu fasses partie de ce nouveau monde. Tu peux venir avec nous et ce sera sans douleur. On te le promet. » Continua ma fausse grand-mère. Elle me tend la main, se tenant si près que je peux voir ses yeux derrière la fine pellicule. Je lève les yeux vers elle, quelque chose dans ma poitrine me rapproche, m'attire. Je murmure « Ok », je me hisse à ma hauteur et je regarde ma mère allongée dans l'herbe, le sang suintant derrière le masque blanc qui couvre maintenant le visage que j'ai vu 1 millier de fois. Je murmure « Je vais le faire, maman, je vais le faire », en me tournant vers ma grand-mère.
Je fais glisser le pistolet dans mes mains, en tapotant l'extrémité avec mon doigt. Mes yeux se ferment tandis que je contemple les derniers souvenirs de la maison de mon enfance, appréciant la simplicité d'une époque révolue. Je sens à peine le pistolet glisser entre mes dents, le métal acidulé imprégnant ma bouche, et je n'entends pas non plus le coup de feu qui retentit dans l'air.